Salut tout le monde, bienvenue en ce lundi 6 mars. La saison régulière de National League est terminée, on a joué les 52 matchs pour toutes les équipes. C'est donc l'heure de tirer un premier bilan pour cet épisode 21 d'Overtime. Je suis Pascal Barthes et vous le voyez, pour ceux qui nous regardent en vidéo, Stéphane Rochette fait son retour dans Overtime. Ça faisait longtemps mon Steph. C'est vrai, ça faisait longtemps. Ça m'a manqué un peu de faire des théories du lundi. Le lundi midi, on est toujours bon pour faire des théories. Hein? Ouais, surtout toi, je sais pas, je sens que t'es en forme là aujourd'hui. Ça Parce que nous, promet. on est là depuis tôt ce matin. On a eu nos séances, évidemment. On a eu le temps de déblatérer tout ça. Ouais, t'as eu le temps de faire beaucoup de théories déjà ce matin. Exactement. Donc, on va faire des bilans. On va jouer les comptables aujourd'hui. On fait des bilans. Voilà, et puis on va saluer les gens qui sont déjà dans le chat, Ludovic, Quentin, Lionel, Didier qui nous ont déjà dit bonjour. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour discuter entre vous ou avec nous. Avant de nous lancer dans le sommaire, déjà on vous rappelle que l'émission elle sera en rediffusion vidéo sur Facebook et sur YouTube, ainsi qu'en diffusion audio sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcasts dans l'après-midi. Et puis profitez bien de cette heure à peu près avec nous. Steph, on va essayer de faire ça. Le sommaire, on va revenir sur la saison 2022-2023 du Lausanne Hockey Club. On va commencer avec les vacanciers. On ira faire un petit tour du côté du HC Ajoie qui doit préparer son play-out contre Langnau. On parlera ensuite des deux leaders, Bienne et Genève Servette. Et on terminera avec Fribourg pour faire la transition logique sur les pré-playoffs. Et puis avant de discuter tout ça, vous pouvez aussi, on va changer un petit peu. L'année passée, on avait donné des prix, nous. Cette année, c'est vous qui allez donner le prix du MVP et du MVP suisse. Vous pouvez voter jusqu'à demain, mardi, 15h, sur les commentaires de cette vidéo sur Facebook ou sur YouTube. Et puis, on vous proposera également de voter sur Twitter et sur Instagram. On compilera les votes et puis on vous donnera le résultat de la Vox Populi mercredi dans la journée pour que vous sachiez qui vous avez choisi comme MVP. N'hésitez pas, vous pouvez le lancer dès maintenant. Stéphane, t'es prêt ? Je suis prêt. Ready to go. Tout le monde est prêt, alors on va se lancer dans le bilan du Lausanne Hockey Club. Lausanne nous a refait le coup, Stéphane, du lièvre et de la tortue. L'année passée, ils ont réussi à passer la barrière des pré-playoffs. Cette année, c'est plutôt l'inverse. L'année passée, c'était la tortue qui gagne. Cette année, c'est le lièvre qui échoue sur la ligne, le Lausanne Hockey Club. Ouais, franchement, on a eu l'impression sur les deux derniers matchs que Lausanne était fatigué. Ben, comme on dit toujours, rien ne sert de courir, il faut partir à point. On continue avec le lièvre et la tortue. C'est comme ça, je dirais honnêtement. Voilà, ils ont allumé un petit peu trop tard. Il y a des trucs qui se sont mis en place. L'arrivée de Ward a été certainement bénéfique. Ça a changé un petit peu. L'équipe, on sentait qu'elle allait mieux, mais les résultats ne suivaient pas. Puis là, les résultats sont mis à suivre. Aussi, à Lorikainen, quand Lorikainen s'est mis à arrêter l'époque, être très, 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 très bon. L'équipe a engrangé des points, mais ils sont restés courts de 1 ou 2 matchs. Probablement de la fatigue. C'est ce que les joueurs semblaient dire après le match de samedi en entrevue. Alors, évidemment, samedi contre Zug, Zug était beaucoup trop fort. Ouais, Zug était là pour passer un message. Il n'y avait pas de... C'est nous qui avons notre descente entre nos mains, on va aller jusqu'au bout. Ça, c'est le malheur de Lausanne, c'est que Zug jouait pour quelque chose. Si Zug avait été déjà classé, je pense qu'il serait mieux la fleur au fusil. On a vu les équipes qui jouaient pour rien, ils ont joué la fleur au fusil. Mais je pense que Lausanne, trop tard. Mais ce que je rappelle aux gens de Lausanne, c'est aux fans de Lausanne, c'est qu'à Noël, si on vous avait proposé 11e, fin de saison, tout le monde aurait signé. Absolument. On y est. Donc voilà. Ultimement, c'est parce que là, il y a une petite déception. Il y a une déception sur l'ensemble de la saison. On pourra généraliser, on peut parler d'une déception sur l'ensemble de la saison, comme ça s'est passé. Disons qu'il y avait beaucoup d'attentes avec l'équipe qui a été mise en place. Qui a été annoncée, oui. Qui a été annoncée et les résultats du début de saison qui ont été mauvais. Le fait que Lausanne soit ni en pré-playoff ni en playoff, c'est parce que jusqu'au mois de novembre-décembre, l'équipe se cherchait. Oui, tout à fait. Moi, je les mettais pas top 6 au début de l'année. Je les avais bien suivis. Si je me souviens bien, on les avait mis on les avait mis 7e, je crois. C'est ça. Moi, je les voyais... on a été mauvais sur les pronostics, mais bon, ça c'est chaque année la même chose. Si on le savait, on serait riche, on arrêterait de faire des pronostics. Mais moi, je les mettais pas top 6. Pré-playoff, c'est une équipe qui a trop de joueurs qui se ressemblent, à mon avis, etc. Donc, voilà. Je ne les mettais pas là. Donc, petite déception. Le mauvais départ a fait qu'ils n'ont pas fait ces pré-playoffs. Et puis, voilà, fin de saison, c'est le moindre mal, je dirais, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu à Lausanne. C'était Dallas un bout de temps. Là. Oui. Et je pense qu'il faudra mettre cette saison-là derrière, aller de l'avant. On s'est sauvé les fesses, comme on dit. On a évité le pire, et puis là, il faut aller de l'avant, reconstruire un petit peu, remodeler un petit peu cette équipe-là, puis aller un petit peu vers l'avant. Je pense que
Moi, j'ai eu beaucoup de bons commentaires de Ward. Les joueurs aiment beaucoup Ward. Son approche, c'est un grand connaisseur de hockey. Il fait de la vidéo presque tous les jours, court, bref et précis. Donc, c'est un vrai entraîneur d'expérience. Même s'il a l'air très calme derrière le banc, très, très passif derrière le banc, il y a beaucoup de bons petits inputs. Alors, ça, c'est positif. Je pense qu'on va partir là. Il y aura tout l'été pour éventuellement remodeler l'équipe avec John Foust, faire des petits ajustements. Et je pense qu'on pourra partir sur des bonnes bases. Bon, évidemment, c'est toujours des promesses, mais j'imagine que là, on pourra construire là-dessus. On pourra prendre cette fin de saison puis construire la suite avec ça. Voir qu'est-ce qu'on pourra changer pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on pourra ajuster. Mais dans l'ensemble, déception de la façon que ça s'est produit. Par contre, fin de saison rassurante, même s'il y a une petite déception parce que les gens s'étaient mis à croire au pré-playoff. Disons, quand tu arrives à 2 journées de la fin, que tu es 8e, tu as 5 points de retard sur Zug, que tu affrontes Zug qui est 6e, c'est ça. Tu as le droit de rêver. Ouais, exact. Tu as le droit de rêver. Et exact. Le fait de rêver, c'est logique. Mais après, tu parlais de Jeff Ward depuis le début qu'il est arrivé en novembre, puisque moi j'étais à la conférence de presse où il était intronisé comme nouvel entraîneur. Depuis que c'est moi qui fais l'interview pour MySports, il dit, je lui pose la question de l'objectif, il dit l'objectif c'est pas une place, c'est de bien jouer, c'est de prendre en compte le fameux process dont on se moque toujours chez nous à cause de Mark French. Mais il nous a parlé du process de mettre en place le système, de comprendre les joueurs qu'il a avec lui, trouver les bonnes affinités, tout ça. J'ai trouvé qu'il avait une bonne philosophie pour quelqu'un qui arrivait dans un navire qui était en train de prendre l'eau de toutes parts et on essayait d'écoper l'eau qui rentrait avec des sauts percés. Donc il fallait calmer le jeu. Il a calmé le jeu. Il échoue sportivement, parce que pour Lausanne, c'est un échec sportif, tu l'as dit, mais compte tenu des circonstances de où ils sont partis, je pense qu'on finit sur une note un peu plus rassurante. Disons qu'il y a 3 semaines, on parlait de Lausanne qui jouerait contre Ajoie en play-out. On parlait de la Ligue B. Ça, nous pas. C'est les émotions qui parlaient de la Ligue B. Swiss League. Attention. Oui. Attention. Oui. Non, mais évidemment. Il n'y a pas d'amende, c'est bon. Donc, dans l'ensemble, déception. Moi, je pense que cette équipe-là était annoncée un petit peu trop grosse en début de saison. Quand j'entendais des... Oui, on a fait des changements, mais c'était pas non plus... c'est une équipe qui manque de skills, un peu de clairvoyance devant la cage, faut pas dire beaucoup. Il manque clairement de potentiel sur le power play, des joueurs de talent. Donc l'année prochaine, là, on amène Joss. Visiblement, Joss va venir en... Joss. C'est un spécialiste de power play. Grosse saison à Zug. On amène ce gars-là qui pourrait diriger le power play de main de maître. Et puis, on a été chercher éventuellement un joueur de centre finlandais qui cartonne en Finlande cette année ou en Suède. Il joue en Suède. Il joue en Suède. Il joue à Oskarshamn. C'est le Ajoie de SHL. Et la patinoire est plus petite que la Raiffeisen Arena. Il y a 3500 places. Un plafond extrêmement bas. Bon. C'est un ovni dans le championnat suédois. C'est la 4e ou 5e saison maintenant au plus haut niveau. C'est un ovni total. Bon. Mais voir comment ces capacités vont se transposer en Suisse. On sait qu'il y a des gars qui arrivent en Suisse avec des grosses stats dans ces pays-là qui arrivent ici. Il faut voir comment il va s'adapter, mais c'est un joueur de centre qu'on dit de premier plan. Donc, on aura enfin un joueur de centre numéro 1 clair. Donc, il y a de quoi se réjouir. Après, comment on va remodeler tout ça? Quels étrangers resteront? Quels étrangers... je ne suis pas sûr qu'on va garder Kovac, honnêtement, de voir comment on l'a utilisé en fin de saison. John Foust, il a une pile de dossiers. Joueur à... Est-ce que je les garde? Écoutez, et puis il a le bac oui, non, puis il va regarder les dossiers, il va discuter avec Ward, et puis il va trier ses joueurs. John Foust l'a avoué dans les médias, il a dit j'ai présenté, il est l'actuel directeur sportif, on n'a pas de nouvelles sur sa prolongation, on imagine que John Foust va rester. Il est l'actuel directeur sportif, il a travaillé sur un plan pour la suite, c'est le job du directeur sportif. Il a présenté un plan au propriétaire, il a dit voilà mon plan pour l'année prochaine, voilà comment on devrait remodeler l'équipe pour avoir du succès avec des joueurs qui ne figurent plus dans ce plan et d'autres qu'on pourrait incorporer. Et il semble que le propriétaire a validé ce plan. C'est ce que John Foust a dit clairement. Il n'a pas dit qu'il l'avait renouvelé. C'est un article de Cyril Plage dans le matin.ch. Il a dit que pour l'instant, lui, il avait présenté ça et que le propriétaire avait approuvé ce plan qui va coûter peut-être de l'argent. On parle de rachat de contrats. Si tu te débarrasses de certains contrats, tu es obligé de les racheter. Les racheter, ou bien tu dis au gars, trouve-toi quelque chose ailleurs, ça nous arrangerait parce que tu ne figures plus dans nos plans. Parce que si tu dis à un joueur, écoute, si tu restes chez nous, on va te payer, mais tu ne joueras pas pendant 2 ans, sa carrière est finie. Donc le gars n'a pas le choix. Donc à un moment donné, il y a le poker mental, il y a le bluff. Stéphane, si
ton employeur vient de dire, alors que tu as un contrat à durée déterminée, écoute, on compte plus sur toi. Tu vas négocier pour une partie de Tu salaire. négocies pour avoir une partie du Ou salaire. bien on va te dire, si tu trouves un salaire de temps ailleurs, nous, on te payera la différence. Mais ça va quand même coûter de l'argent. Probablement. Mettre fin à ces contrats, ça va coûter de l'argent à Lausanne Hockey Club. Donc, mais le propriétaire aurait, selon les propos de John Fuss, accepté le plan. Alors, quel est le plan? Est-ce que John Fuss va le présenter prochainement? On ne sait pas. Je pense qu'il ne va pas donner trop de détails. Il va essayer de travailler un petit peu en coulisses ces prochains mois pour remodeler cette équipe, pour avoir une équipe un peu équilibrée entre skills, talent et power forward, gros. Parce que si vous regardez, il y a beaucoup de joueurs qui se ressemblent dans cette équipe-là. On a été chercher Pedretti, qui ressemble finalement à Allman, qui ressemble à Boson, qui ressemble à Kennins, qui ressemble à Sekac, à Salomaki. Sekac est un petit peu plus talentueux, mais des joueurs de skills. On regarde aussi un Ken Jagger qui, moi, me déçoit dans l'ensemble parce que c'est un joueur qu'on utilise à toutes les sauces. 5 contre 5, piqué, même power play. Il faut regarder, avec tout le temps de glace qu'il a, il est souvent bien accompagné. Je pense que c'est 11 points sur l'année. Donc, il n'a pas de talent offensif, ce garçon. Il a un volume de jeu intéressant. Il a pris de la bouteille. Il arrive à 25 ans dans ses meilleures années. Mais il a l'air de quelque chose. Beaucoup, mais il ne concrétise pas, en fait. Exactement. C'est pas un super passeur. C'est pas un buteur. On le met sur le power play. Quand je le vois sur le power play, je me dis, ça démontre tous les problèmes qu'on peut avoir sur le power play quand vous avez un gars comme Ken Jagger. C'est un gars que je mettrais à l'aile sur une 3 ou sur une 4 qui peut apporter quelque chose, mais au centre, sur une deuxième ligne, là, ça montre un peu la manque de profondeur. Si vous regardez la ligne de centre que Lausanne avait dernièrement, Fuchs, Jagger, Maillard, et puis qui on avait au centre aussi, Allman. C'est pas une ligne de centre d'une équipe dominante, d'une équipe top 6 dans cette ligue-là. Il n'y a pas de joueur dominant là-dedans. Donc là, il faudra éventuellement en pousser sur les ailes, faire de la place à Suomela, et puis Suomela, c'est ça? Suomela. Et éventuellement remodeler ça pour que tout le monde soit dans la bonne chaise, puis qu'il y a des rôles un petit peu plus définis. Et parce que là, on a... Tu retournes ça dans Raffle, c'est aussi un étranger genre power forward. Moi, j'aime beaucoup Raffle, ce qu'il a amené, sincèrement. Salomaki... Alors, je pense que... tu vois, on a la question de Nicolas qui nous dit est-ce qu'on sait quels étrangers restent la saison prochaine. Je pense que Raffle, John Fuss, il veut le garder parce que j'ai l'impression que c'est son joueur, que c'est lui qui le voulait. Ouais, je pense que oui, puisque quand il était absent, il disait il nous manque ce leader dans le vestiaire quand Raffle était blessé. Ouais. Et clairement, il y a eu un changement quand il est revenu au jeu. On a vu il a amené... sur le powerplay en étant dans le slot avec son gros gabarit, il prenait beaucoup de place, difficile à bouger pour les gardiens. Et puis dans le vestiaire, apparemment, il était aussi très vocal à prendre l'équipe, à porter l'équipe sur ses épaules. Il a été blessé, donc ça l'a ralenti. Il devait s'adapter au championnat suisse aussi. Les joueurs qui reviennent de l'Amérique ont toujours une période d'adaptation. Aux 4 mètres supplémentaires. L'année prochaine, on a Josh Gernat en défense. Donc on aura 2 défenseurs étrangers. Sekac incontournable. Pour moi, Raffle incontournable. Je pense que Raffle peut être considéré comme incontournable, qu'on va le garder. Après, qu'est-ce qui va arriver avec Salomaki? Kovac, qu'est-ce qui va arriver avec Kovac? Qu'est-ce qui va arriver avec Odette? Odette a été utilisé. Il a été utilisé comme Niger, partout. Exact. À parallèle, parce que c'est pas... il a joué aussi à l'aile. Il a marqué quelques gros buts. Bien entouré. Voilà. Question. Après, il faut voir quel genre de contrat on a avec lui. Salomaki, c'est pas un indispensable, on l'avait dit en début de saison. D'ailleurs, c'est Svoboda qui avait insisté pour. Il a eu un très bon début de saison. Il était quasi inamovible. Et puis tout d'un coup, il a heurté un mur. Je sais pas si c'était l'adaptation ou. Tu parles de Salomaki. Salomaki, où les équipes se sont adaptées à lui. Puis il est descendu dans l'alignement. Il était sur numéraire. Il est revenu dans des rôles plutôt 3-4e ligne. Il en a marqué quoi? Il a marqué 4 buts sur l'année. C'est Svoboda, selon mes infos, c'est Svoboda qui avait vraiment insisté pour l'engager. Puis je suis pas sûr que c'était le choix ça aurait été le choix de John Fuss. Mais voilà, est-ce que ce gars-là sera côté assez intéressant? Après ça, on va voir au niveau des joueurs suisses. Est-ce que Michael Ugly pourrait être mieux utilisé qu'il l'a été ou être mis dans des conditions un peu plus gagnantes? Lui qui a été en manque de confiance toute l'année, premier but après 50 journées. C'est un gars qui est apprécié dans le vestiaire quand même. Mais après, voilà. Donc, tu ne peux pas garder tout le monde. Là, on avait trop de joueurs. Là, tu dois réduire un petit peu puis te concentrer, aller chercher la typologie, aller chercher de regarder des joueurs que tout ne soit pas uniforme et interchangeable. Ça ne marche pas comme ça une équipe de hockey. Et il faut que tu aies des gars qui sont typiquement de profondeur, des rôles, des gars plus techniques qui sont des gars qui vont te faire la différence, qui vont jouer d'une façon différente. Donc, voilà. Donc,
à Lausanne, il faut remodeler tout ça. Mais la saison, je pense que là, il faut passer un autre appel, comme on dit au Québec. Il faut passer un autre... Pour tourner la page du livre, oublier cette saison. Là, la saga Svoboda est terminée. Oui, maintenant il faut Faut plus un petit peu plus de s'habituer dessus. stabilité. Maintenant il faut. Mais là, Alors oui, il y a on encore va arrêter des de- casseroles entre guillemets avec certains contrats. Oui. Mais voilà, c'est... Maintenant c'est l'équipe. Pour l'instant, ça va être l'équipe de John Foust. Pour l'instant, hein, il n'est pas encore confirmé, mais Et là, il y a il beaucoup risque de- d'être confirmé. Mais il ce y a- sera, il y a- ce sera à la limite aussi construit avec Jeff Ward. Donc ce sera. Exact. Ce seront Donc, plus- Jeff ce Ward sera aura plus aussi l'équipe. une opinion sur le championnat suisse, de ses joueurs qu'il a coachés, de qui il aime, qui il n'aime pas. Il aura sûrement son mot à dire. Et puis, il y aura beaucoup de travail aussi pour reconstruire cette équipe-là pour 2025, 24-25, parce qu'il y a pas mal de contrats qui se terminent en 24. Donc là, c'est là que John Foust, l'année prochaine, des petits ajustements. Dans 2 ans, remodeler totalement cette équipe-là et commencer à négocier cet automne pour 2024-25, parce qu'on sait que les équipes se préparent une année d'avance. Quel genre d'équipe on va à Lausanne? C'est quoi le problème que je trouve qu'il y a à Lausanne, c'est quelle est l'identité du Lausanne Hockey Club? Quand on pense à Lausanne, on pense à quel genre d'équipe? Qui sont, qui c'est les- non, mais si tu je rentres réponds à pas, c'est que j'ai pas rentres- de réponse. c'est ça. C'est quoi le type d'équipe? C'est quoi le Lausanne Hockey Club? C'est une équipe offensive, défensive, physique, qui a un gros gardien, qui joue un gros volume de jeu, qui forecheck, qui joue défense. C'est quoi l'identité du Lausanne Hockey Club? Puis quand tu arrives à la patinoire, puis tu vas à la boutique souvenir, tu achètes le maillot de qui à Lausanne? Ouais, c'est souvent le problème qu'on a aussi pour les interviews, c'est quand il y a une mauvaise phase, vers qui tu te tournes. C'est ça. Genadzi, oui, c'est une figure Oui, emblématique mais on du va, club. toujours, on va toujours vers lui quand, oui, quand ça va mal à Lausanne. exactement. Donc, Genadzi, ben, c'est un peu. Après ça, Frick comme capitaine, on l'a nommé comme capitaine. C'est ce que c'est vraiment le gars qui est capable de prendre ça comme Genadzi l'a fait dans son rôle? Je sais pas. Après ça, il faut voir aussi. Je pense que Ward aura son mot à dire. son mot à dire dans à qui donner le vestiaire plus ou moins, à qui donner des rôles plus de leader, Ouais, etc. puis pour, Parce que combler dans une quel- équipe de hockey, tu as une hiérarchie. Oui, Et puis oui. c'est quoi la hiérarchie à Lausanne? On ne sait pas. Et puis Ward, il va aussi dire écoute, John, j'ai besoin de tel type de joueur. Exact. Et puis Oui, tout à fait. John, il va arriver avec 3 noms différents, 3 dossiers, puis il va discuter avec lui. C'est ça. Tu fais pas ton équipe tout seul dans ton coin comme directeur sportif, puis C'est ça. puis après tu regardes le coach, puis tu fais c'est bon. Ouais. C'est ton bébé. Non, c'est ça. Ça, c'est une mauvaise communication. Mais faut avoir une identité, il faut savoir où on va, qu'est-ce qu'on veut créer comme identité autour de ce club-là. Qui sont tes gars, parce que ça te prend des gars qui sont des figures emblématiques, qui sont des figures qui ont une identité. À Fribourg, ben, on a Sprunger depuis des années, on a Bikov qu'on vient signer, on a quand même Gunderson, il y a une certaine stabilité, Christian Dubé est une grande vedette, donc on a une identité. À Berne, on cherche notre identité. À Genève, on a clairement une identité maintenant. Donc, à Bienne, on l'a créé avec Gaétan Haas, plus ou moins, hein, cette identité. Donc, c'est quoi l'ADN de ce club-là? Je pense qu'il faut avoir une ligne, puis qui sont... Ça fait peut-être partie du dossier que John Foust a présenté à Gregory Finger. Sûrement. pour Sûrement, les donc on doit avoir une vision. Et puis, quelle est la vision? On doit aller avec le process après, puis développer avec ça, puis vivre avec les... Parce qu'arriver, puis dire on va être champion dans 3 ans, on va être champion dans 4 ans, etc. C'est difficile. Je pense que Svoboda, il a mis un peu la charrue devant les bœufs. Il n'a pas fait tout faux. Moi, je veux juste revenir. Je pense qu'il a labouré le champ avant de mettre la charrue et avant les bœufs. Il n'a pas fait tout faux. C'était pas très orthodoxe. Il y a une façon de travailler qui est très particulière. Il n'a pas fait tout juste, mais il n'a pas fait tout faux non plus. Il a quand même amené des gars intéressants. Maintenant, cette ère-là est passée. Puis j'espère qu'on va se mettre à parler de hockey à Lausanne, petite parenthèse, qu'on arrête de parler. Là, c'était Svoboda. Il a été pris en grippe. Et puis, pour justifier ou pas. Mais maintenant, faut passer à autre chose. Il faut parler de ce qui se passe sur la glace à Lausanne. Puis moi, je vais quand même dire que malgré tout ça, malgré les temps difficiles qu'on a eus, puis le brouhaha, parce que Lausanne est la cible de tout. Là, j'espère qu'on va lâcher la grappe un peu. Mais malgré tout ça, je trouve que les fans ont été quand même assez corrects. Assez corrects. Honnêtement, ils se sont inquiétés. En fin de saison, on a vu au dernier match, on a rappelé les joueurs, etc. Il y a quand même un public. On a fait des salles combes en fin d'année. On a rempli la patinoire. Donc, c'est quand même une culture de hockey à Lausanne qui existe. Et puis, si on réussit à avoir une certaine stabilité puis parler vraiment de ce qui se passe sur la glace, les vedettes, c'est les joueurs, c'est le club, c'est l'identité, c'est pas tout ce qui se passe à côté. Si on réussit à créer ça, à Lausanne, moi je suis persuadé qu'il y a une culture de hockey, on a un outil extraordinaire, c'est une
très belle ville. C'est peut-être une des meilleures adresses en Europe pour jouer au hockey si vous regardez l'ensemble entre la ville, le niveau de vie, la sécurité, le côté international pour attirer des étrangers, la patinoire. Il y a tout pour bien faire. Il faut juste avoir qu'on arrête de parler d'aller trop vite puis d'être champion, c'est ce que le Virage Ouest demandait quand ils ont fait leur communiqué, c'était de retrouver cette identité lausannoise, c'est ça. Pas forcément dans les dirigeants, dans les joueurs, mais dans ce que tu parlais de l'ADN du club. Stéphane, deux choses encore sur Lausanne. On a une question de Ludovic. Alors, je ne sais pas si tu as la réponse, mais est-ce que les joueurs étrangers les 10 joueurs étrangers sont payés jusqu'au 30 avril ? Oui. Puisqu'on sait que généralement les contrats c'est jusqu'au 30 avril. Sont payés normal. Bon, les étrangers, je sais pas. Honnêtement, c'est sur 9 mois en général les étrangers parce qu'ils ont des permis temporaires, les permis qui. Oui, mais bon, comme la finale est prévue de se terminer le 27 avril ou le 29 avril, ça dépend si le match est à Zurich ou pas. Normalement, c'est jusqu'au 30 avril. Tu fais les contrats jusqu'au 30 avril. Voilà, les contrats des joueurs suisses, c'est toujours du 1er mai au 30 avril. Puis au 1er mai, les joueurs changent de club, l'entraînement d'été, etc. Donc c'est toujours 1er mai au 30 avril. Les étrangers, ça dépend des contrats, des permis qu'ils obtiennent, mais ça peut être, ils sont payés en général du mois d'août. Donc juin, juillet, août, ils rentrent dans leur pays, puis ils sont payés sur 9 mois. Bon, ceux qui ont des contrats de 3-4 ans, est-ce que les salaires sont répartis sur 12 mois? Je pense que c'est du cas par cas. Là. Ça dépend aussi du statut du joueur, combien d'années il a en Suisse et tout ça. Puis la deuxième chose, je voulais qu'on donne pour chaque équipe notre meilleur joueur. Alors, on ne s'est pas consulté. Je vais commencer avec moi. Pour moi, le meilleur joueur du Lausanne Hockey Club cette saison, ça a été Iris Ekat. Je l'ai trouvé. Il est monté en puissance durant la saison. Finalement, c'est comme l'année passée la locomotive offensive du club. C'est pas mais ça a été difficile cette année de dire le meilleur joueur pour Lausanne, c'est tel. Je crois que tu as aussi eu de la peine un petit peu à prendre quelqu'un. Oui, j'ai de la peine à dire qui c'est qui stands out, qui c'est que... Et puis, honnêtement, je vais prendre Lauri Kainen parce que je pense que c'est Lauri Kainen qui a, même s'il n'a pas été là longtemps, c'est lui qui a apporté le plus. Je ne suis pas convaincu de Lauri Kainen sur le long terme, mais sur une courte période, il a arrêté l'époque, il a donné une chance à Lausanne de gagner à tous les matchs où il a joué. Il a été étincelant dans certains matchs et je pense que Lauri Kainen, malgré qu'il n'a pas été là longtemps, a été le joueur qui a eu le plus d'impact sur les résultats de l'équipe et qui leur a permis finalement d'éviter cette 13e place. Parce que dans l'ensemble de tous les joueurs qui ont joué durant l'année, il y en a qui ont été fidèles à eux-mêmes, mais il n'y a personne qui a vraiment été wow. Mais c'est difficile d'être wow quand tu es une équipe qui en arrache. Je dirais Lauri Kainen. Quentin est d'accord avec toi, il dit, même s'il est arrivé plus tard, il a changé la face du LHT. Oui, à court terme, il a fait le job. Après, j'ai essayé de regarder de manière un peu plus globale. C'est clair que si tu prends juste les matchs qu'il a joués, il sort comme 3 blanchissages. Il a été bon. Il y a eu des matchs où il a eu un petit peu de peine aussi à trouver ses réglages avec sa défense. Mais comme dit Kevin, il a fait les arrêts qu'il fallait et ça a aidé le LHT psychologiquement aussi à remonter la pente. Exact. Je suis tout à fait d'accord avec les commentaires de Quentin et de Kevin par rapport à ça. Voilà, on est d'accord. Voilà, c'est clos, on ne parle plus de Lausanne, donc à partir de maintenant. Il y aura peut-être un épisode d'Overtime où on ira discuter avec quelqu'un qui était à Lausanne pour nous faire le bilan depuis à froid, tout ça. On vous tient au courant, bien évidemment. Maintenant, on va se concentrer sur les clubs qui jouent encore, à commencer par le HC Ajoie. Pour les Jurassiens, on s'y attendait. C'était là-dessus, on ne s'est pas trompé dans les pronostics, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le mettait ailleurs qu'à la 14e place. Sans être pro à Joulo, parce qu'on dès qu'on dit quelque chose de positif, on est souvent traité de pro à Joulo. Oui, il termine dernier, mais il y a comme une amélioration par rapport à la saison passée. On rappelle que la saison passée, ils ont fait 26 points en 52 matchs. Là, ils en ont fait 48. C'est 22 points de plus. Non, il y a une différence. Il y a une grosse différence quand même. Il y a de nouveau eu ce passage à vide avec Péchan, les 13 défaites. Et c'est là, en fait, où ils sont décrochés complètement de la course à la 13e place, à la 12e place. Parce que le début de saison, il est bon. Ils ont même été très haut dans le classement dans les premières journées. On a vu du mieux. Ils ont pu compter quasiment sur tout le monde toute la saison. Mais il y a de nouveau eu plusieurs grosses blessures. Très bon choix dans les gardiens de prendre Tchatcho pour seconder Wolf. Oui. Malheureusement, ce n'est pas encore suffisant pour chercher autre chose que la 13e, 14e place.
Non, effectivement, ils sont là où on les attendait sur la longueur. Ben, tu peux pas sur la longue. Tu peux créer l'effet de surprise sur quelques matchs. On a vu, ils ont quelques bons week-ends où ils ont été out-shootés. Je me souviens d'au moins 2 week-ends où ils ont accordé à peu près 100 shoots, puis ils ont shooté à peu près 40 fois, puis ils ont gagné 2 fois. Les gardiens ont volé des matchs. Donc, c'est là où ils sont allés chercher des points. Les étrangers d'Ajoie ont été une saison de plus d'expérience. On est passé à 6. Ça les a aidés un petit peu. Comme dit Chacho, a sorti quelques gros matchs. Les joueurs suisses, une année de plus d'expérience. Tu as fait le tour de la ligue un petit peu. Tu connais un petit peu mieux comment ça fonctionne en haut. Tu connais tous les patinoires. Ça a un effet. Mais ça reste une équipe qui est très limitée sur le papier. Et moi, je tire mon chapeau aux étrangers. Devos, ça fait il a atteint son objectif. Il termine dans le top 20 de National League. Il est 15e. Comme 15e, ça, de tête. il n'a pas joué. Il était top 10 quasiment toute l'année. Donc, c'est presque un point par match, un petit peu moins. Moi, je dis chapeau. Dans une équipe comme ça, voilà, qui est une équipe qui subit beaucoup de jeux, qui n'a pas beaucoup de temps de possession. Si vous regardez le Corsi, c'est le pire de la ligue. Ils sont à peine à 40% de Corsi fort, donc sur 60 minutes. Voilà, ça vous donne une idée du temps de possession. Bon, vous avez tous vu le système d'Ajoie. Donc, aller chercher presque un point par match, moi, je me dis chapeau. Le sens du jeu de Devos, c'est encore une fois remarquable. Guillaume Asselin qui a marqué 18 buts, une trentaine de points, presque 34-35 points. Azon qui fait aussi une très belle saison. Azon plus qu'un point par match sur la court terme, je pense, ou pas loin. Il était à plus qu'un point par match un bout de temps. Quand il est revenu, il était quasiment à 2 points par match quand il est revenu de blessure. On parlait de sa carrière était finie. Moi, je trouve qu'il n'a pas perdu beaucoup de vitesse. Alors, je suis très heureux pour lui. Brennan aussi. Brennan, à Lugano, il n'avait pas fait le job. Il a fait une pige à Lugano 2 ans avant. Il n'avait pas fait le job. On ne le faisait pas jouer. Il est revenu. Et c'est un gars qui a un sens du jeu remarquable offensivement. Marqué des buts, un des meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue. On l'a re-signé d'ailleurs. Ça, c'est une très bonne surprise pour moi. Donc, ceci explique un peu cela. Moi, je tire mon chapeau à ces gars-là qui ont fait quand même, à part le Duc, qui a fait une saison un coup-ci, coup-ça, puis là, l'histoire de commotion, je pense que c'est fini pour lui à Ajoie. Mais ce que j'ai entendu, c'est qu'il risque pas de rejouer. Non, il ne jouera pas cette année. Je pense pas qu'on va le renouveler non plus en fin de contrat. Bakoche, c'était l'étranger au rabais. Ouais, c'est ça. Il a été bon au début. À la fin, je trouvais qu'il a un petit peu de... D'ailleurs, il joue quasiment plus sur la... Ouais. Alors oui, il a été blessé, mais il joue quasiment plus à partir du moment où Vauclair a ses 5-6 étrangers stables. Bakoche, il a plus vu la tribune que la glace. Ouais, encore une pipi à jouer. Moi, il y a eu le changement d'entraîneur. On a essayé un entraîneur étranger et ça n'a pas fonctionné. Vauclair a quand même fait le travail derrière le banc. Julien, est-ce qu'il va rester derrière le banc? C'est la question. On me dit que non. On me dit qu'il pourra. Dans les coulisses, on me dit que non. On me dit qu'on cherche un entraîneur. Les téléphones qui ont été faits pour chercher un entraîneur. Il a aussi dit, je sais plus, je crois que c'est au quotidien Jurassien, il me semble. Alors, à prendre avec des pincettes sur la source, mais qu'il se plaisait bien aussi sur le banc quand même. Oui, c'est un ancien joueur. Quand tu es coach, tu sens la glace, tu poques avec les gars, tu as la routine d'un joueur, tu fais ta sieste l'après-midi, etc. Tu es encore dans ce mood-là, tu continues plus ou moins ta carrière, tu es en contact avec la glace au quotidien, et ça, Alors, on ne sait pas, on verra la décision qu'ils vont prendre, mais autre truc que je trouve que je faut souligner, c'est l'apport des spectateurs et l'engouement populaire là-bas. Même si on sait que cette équipe-là était condamnée à la dernière place depuis un moment et puis que les moyens sont limités et tout, est-ce qu'on est en train de faire de Port-Rentruy un nouveau Langnau ou un nouveau Ambry qui, après année après année, savent qu'avec le petit budget, ça va être compliqué, ça va être condamné aux dernières places du classement. Et on remplit la patinoire année à année. Est-ce que Port-Rentruy est un nouveau Langnau? J'en sais rien. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est magnifique. On a dépassé les attentes de spectateurs. Les loges sont remplies. On a affiné quelques trucs là dans la patinoire qui c'est assez intéressant. Et l'ambiance est tellement bonne là-bas du côté de Port-Rentruy. C'est une vraie région de hockey. On savait que le Jura, c'est une région de hockey. Mais là, ils l'ont prouvé. Espérons qu'ils vont sauver leur place. Soyons pro-romans dans le truc. Hein? Oui, on a le droit d'être pro-roman dans le truc. J'espère qu'ils vont sauver leur place. Après, s'ils jouent contre Chaux-de-Fonds, je ne prends pas position. Ah non, contre Chaux-de-Fonds, alors là, ça va être compliqué. Parce que là, moi qui étais à Neuchâtel longtemps dans la région du canton, donc t'étais en bas, toi. T'as pas le droit de pas être pour Chaux-de-Fonds. J'étais à Neuchâtelois du bas. Mais à part ça, pour revenir au public, on a entendu Moi, j'ai été à Port-Rentruy une fois cette année. J'ai entendu quelques sifflets, mais c'était quand la speakerine annonçait le nom de Philippe Péchane. C'était avant le licenciement. Ouais. Il a été sifflé par le public. Le message n'est pas passé dans le vestiaire, mais il n'est pas passé non plus avec le public. Et je pense, du côté d'une petite région comme d'Ajoie,
la relation avec les fans, entre le club et les fans et l'entraîneur, il est très important là-dedans. Ben oui, petite région, c'est ces petites Le régions. fait que ce soit Julien qui Ben oui. est AOP, c'est un C'est petit gars sûr. c'est un petit gars du coin. C'est absolument clair et c'est important. Les gens ont besoin de ça et les gens n'ont pas hué, comprennent tout à fait la situation. Il y a eu des soirées combien difficiles à la maison, mais c'est positif finalement. La question est, est-ce que on peut perdurer comme ça pendant 10 ans, 5, 10, 15 ans, rester comme ce statut de petit club de National League. C'est ce Et les gens, ce que nous gens dit vont suivre sur autant d'années. un autre Nicolas dans le commentaire nous dit très heureux de voir ce club dans la National League, mais on voit quand même que ça peut pas tenir sur du long terme. Ça peut tenir, mais en étant condamné, comme Langnau, Ambry, en étant condamné au dernier rôle et à une année sur deux sur la relégation, etc., etc., vous allez me dire que c'est négatif. Mais non, mais à un moment donné, il y a une question de budget, il y a une question d'attirer des joueurs dans cette région. On l'a déjà dit, attirer des joueurs non francophones dans une région comme ça, c'est compliqué. Des étrangers, où il n'y a pas forcément toutes les écoles, ça ne parle pas la langue, ça ne parle pas l'anglais forcément au quotidien, etc. Donc, il y a beaucoup de... Puis tu as moins de budget en plus, puis la probabilité il y a beaucoup de joueurs qui veulent jouer dans une bonne équipe aussi pour faire un paquet de points pour négocier à la hausse, etc. Est-ce que quand tu viens à jouer, tu ressors forcément avec une plus-value? J'en sais rien. Il y a beaucoup de coches que tu dois caser. Ce sont des handicaps, clairement, pour le acheter à Ajoie, pour la construction d'une équipe, pour devenir un grand club. Et les gens, moi j'ai parlé avec des gens après un match à Ajoie, on était sous la tente, on mangeait, etc. Les gens sont super sympathiques. Puis ils nous disent, on est conscient que voilà, on pourra comme jamais compétitionner Berne, même Fribourg, même Zurich. Voilà, on pourra pas. Je dirais, même s'il y avait un mécène qui venait, c'est très, très, très compliqué. On a une question finale de Swiss League. On a évoqué la Swiss League. Arrête, ça va forcément. Kevin qui nous demande s'il y a une finale HCC Holton, qui est votre favori? Et je la prends la question tout simplement parce que ça concerne le HC Ajoie. J'ai pas assez suivi la Swiss League pour me brancher parce qu'évidemment on est tellement accaparé par la National League. Des gens tout près de ça, bien impliqués, me disent que Holton a quand même une Mannschaft supérieure à Holton sur le papier. Beaucoup plus de joueurs qui ont l'expérience de la National League. Une défensive. On me dit que la grande différence, c'est en défense. Moi, ce qu'on m'a aussi dit, c'est que Holton a fait all-in cette saison. Et c'est l'ADER. Hein, c'est l'ADER. Ça, c'est l'ADER. Mauvais pour la Swiss League, c'est ça. Alors, comme toi, j'ai pas beaucoup suivi la Swiss League, mais je regardais les résultats samedi pendant le match. Ils étaient menés 4-2 à la fin du deuxième tiers contre Getse. Ils gagnent le match 5-4, ils mènent 3-0 dans leur série. Ça va être difficile de ne pas avoir Holton en finale. Ah ouais, ça aurait été Holton chaud de fond. Et à mon avis, c'est un faux pas qu'ils ont perdu contre Turgovie le match numéro 2. Le cœur roman balance un petit peu pour chaud de fond, mais comme toi, avec ce qu'a fait Holton, avec les moyens qu'Holton a mis, c'est difficile de ne pas mettre Holton comme favori. Par contre, dans un barrage, là je suis plus partagé. Que ce soit chaud de fond ou Holton, il y a quand même une différence de rythme, même si je sais plus qui dans le chat a parlé de l'histoire de confiance. Oui, il y a la confiance, mais il y a aussi le rythme. Et même si le club de National League va enlever 2 étrangers, tant Langnau que Ajoie, ils ont joué des matchs cette saison à 4 étrangers. Ils savent ce que c'est de jouer avec moins, tandis que le club de Swiss League va devoir intégrer 2 joueurs dans son équipe. Les gars qui n'auront pas joué depuis X années et X mois et puis ou X semaines et en plus, selon quoi, de ce que j'ai compris, c'est que les clubs de Swiss League se sont adressés pour des licences B pour les joueurs étrangers. En oubliant un point de règlement, c'est qu'à partir du 15 février, s'ils jouaient en match en National League, ils ne pouvaient plus jouer en Swiss League. C'est ça, donc ça change. Suivant quels étrangers ils ont pris, petit problème. Exact. À voir. Je pense aussi que je suis du même avis. Mais après, quand les étoiles ne sont pas alignées, tu as des mauvaises blessures, une décision arbitrale controversée. Des fois, perdre le premier match sur un petit détail. Ça reste un jeu, mais sur 7 matchs,
L'équipe la plus forte a plus de chances de s'imposer que sur une série plus courte, comme en pré-playoff, par exemple. Voilà. Puis ensuite, il reste aussi, comme on le dit, le facteur humain. Donc forcément, si tu réussis ton premier match, alors que tu es l'équipe de National League qui vient de sortir d'une série où tu te fais fait sortir peut-être en 7 matchs en prolongation, et puis que tu arrives hyper déçu, juste ce petit truc peut te relancer complètement, et puis entrer dans les casques, sous les casques de l'équipe adverse. C'est clair qu'il y a beaucoup de stress pour Ajoie, parce qu'imaginez que si cette équipe-là était reléguée, je n'espère pas, voyons vraiment, ça serait une catastrophe. Alors, de ce qu'on m'a dit, c'est qu'apparemment le plan qu'ils avaient fait pour monter, c'était sur 3 ans, quelle que soit la ligue. Donc, ils pouvaient être relégués, les sponsors suivraient, en tout cas pour absorber la relégation dans un premier temps, plutôt que ce soit on est en Swiss League, désolé les gars, faut qu'on renégocie tout. Donc ça faisait partie il y avait une hypothèse. Il y aurait quelques sécurités. Par contre, après ça va être un peu plus compliqué, parce qu'effectivement, quand on redescend en Swiss League, Cloton l'a bien vu il y a 5 ans, c'est un mur, et les sponsors sont un petit peu moins. Avant de parler rapidement de la série, on va pas s'étaler sur la série, on laissera nos collègues de la semaine prochaine s'en occuper. Ton meilleur joueur sur Ajoie cette saison? Je suis obligé d'aller avec De Vos, honnêtement. C'est quand même le cœur de cette équipe-là, honnêtement. Même si Azon a fait un retour incroyable, ça reste quand même, je pense, De Vos, ça reste l'image ou le joueur le joueur central, le joueur sur qui l'équipe est construite, clairement le joueur de centre numéro 1. Mention honorable à Asselin qui a fait une saison, je pense, exceptionnelle, dont la prolongation tarde à venir, mais ça devrait venir. C'est une question administrative actuellement que Asselin. Question de temps avant que ce soit signé, mais c'est en bonne route. Alors je dirais De Vos. Voilà. Moi j'y suis allé avec TJ Brennan. Excellente surprise cette saison. On savait qu'il a quand même une belle carrière en Amérique du Nord aussi, en AHL. On savait qu'il avait du potentiel, mais à ce point-là, franchement, sur la fin, il a été dépassé par Tom Ernest pour le nombre de buts, mais il a longtemps été le meilleur buteur chez les défenseurs, en jouant avec le HCA. Donc ça, c'est une sacrée performance. Comme j'ai vu passer, très surpris aussi qu'il reste, mais excellent travail de Julien Vauclair là-dessus, d'avoir réussi à le convaincre. Et puis, Quentin, de nouveau, nous donne son avis. Il nous dit il y a aussi le duo de gardiens, peut-être. Alors, j'irai peut-être pas sur le meilleur en Suisse, mais en tout cas, le meilleur duo suisse de gardiens. Il se complète bien, oui, tout à fait. Puis pour Brennan, je pense que là, la Joie, on a fait un pas dans la bonne direction. Selon mes informations, on a clairement ouvert le portefeuille tout grand là, pour garder Brennan. Parce qu'il avait avec la saison qu'il connaissait, il y avait des clubs qui lorgnaient sur lui. Donc, on a vraiment investi une somme importante pour probablement la plus grosse que jamais accordée, le plus gros contrat jamais accordé dans l'histoire du HC Ajoie. Vaut-il mieux être le défenseur numéro 1 à Ajoie ou le défenseur numéro 3 dans un autre club? C'est toujours la question. C'est toujours la question. Le gros poisson dans le petit bocal ou le petit poisson dans le gros bocal. Exactement. Si on prend juste rapidement la série contre Langnau cette saison, Ajoie a gagné 3 matchs, une fois en prolongation et une défaite contre les Tigres. Ah ouais, les Tigres, on parle... C'est intéressant. Oui. Alors, on remet les choses à zéro, c'est clair. C'est comme les playoffs. On oublie ce qui s'est passé, on revient à zéro. Il y a une semaine pour préparer la série. Mais Ajoie a quand même un petit avantage psychologique cette année, mais n'a pas l'avantage de la glace. C'est Langnau qui reçoit le premier match. Après, d'une série 1-1, en Amérique, c'est 2-2, 2-1-1. Là, c'est 1-1. Donc, l'avantage de la glace est moins important. C'est dans un 7e match que je trouve que l'avantage de la glace est important. Entre Ajoie et Langnau, il n'y a pas une si grande distance. Non, mais c'est les spectateurs aussi. Oui. À la maison, je pense qu'Ajoie à la maison est plus solide, est plus la ferveur. À Langnau, la même chose. À Langnau, les spectateurs sont très bruyants. Donc, moi, je pense que ça va être une longue série. Sincèrement. Puis je pense que ça ne me surprendrait pas qu'on ait en 6-7 matchs. Et je pense que Ajoie peut s'en sortir. Je pense aussi, et je pensais aussi en 6. Tu vois, sans se parler, je pense aussi que ça va aller au-delà. Alors c'est clair, Ajoie doit aller gagner un match à l'Elfis. Ouais. Et c'est jamais facile d'aller gagner à l'Elfis. Non, c'est une fausseté parce que c'est pas vrai. Oui, cette année, ça a été c'était un peu plus vrai, compliqué. Mais parce que Langnau est une équipe, à 5 contre 5, c'est une des pires équipes de cette ligue-là.
Il y a beaucoup de soucis. Il y a des bons étrangers, mais après, là, c'est presque le néant. C'est beaucoup presque plus compliqué. Ouais. En défensive, c'est pas ça. Dans le but, tu as Boltzhauser tu sais jamais quel genre de Boltzhauser tu vas avoir. Stéphane Charlin, je vous dis, a livré quelques bons matchs. Je serais pas étonné que Stéphane Charlin rentre dans cette série-là, même si Boltzhauser a plus d'expérience, parce que ça reste une boîte à surprise, Boltzhauser. Ils ont aussi Rautio sur le dernier match. Ouais. Ça n'a pas été convaincant, mais en même temps, ça faisait 3 semaines qu'il n'avait pas joué. Ouais. À voir, ça dépendra. S'il a que 5 étrangers à mettre devant, il mettra Rautio pour être à 6. Ouais. Et puis sinon, il ira avec la main chaude, Thierry Paternini. Ouais. C'est clair qu'eux, ils ont perdu aussi les gars sur blessure. Là. Michaelis, ça, c'est une grosse perte. C'était peut-être leur meilleur attaquant, en tout cas le plus complet. Ils ont engagé un autre étranger, par contre. Mais eux aussi, ils ont eu une série compliquée. Puis je pense que les gens de Langnau, même s'ils sont habitués à ça, ils sont autant nerveux que les gens en Port-Rentruy. Ouais. Eh bien, on verra ça, c'est dès le 14 mars, et puis on laissera nos collègues la semaine prochaine en parler plus. Nous, on va passer de tout en bas du classement à tout en haut, on va parler du HC Vienne. Les Célandais qui ont été 2e entre le 15 octobre et le 1er mars. Une petite journée en tête, la 51e, et puis finalement, ils échouent au poteau pour la première place. Il leur a manqué 1 point, puisque la confrontation directe n'est pas à l'avantage de Bienne face à Genève Servette. Ils ont pu compter sur un excellent Harry Sateri. Je vais déjà dévoiler, pour moi c'était le meilleur Biennois cette saison. Je te laisserai plus tard donner ton avis. Puis comme d'habitude, à Bienne, tout va bien. C'est comme le lac. Hein, c'est la cool attitude totale. C'est des signes sur le lac. Là. Calme et paisible en surface, puis pédale par en dessous. Mais... ouais, à Bienne, même quand ça va mal, ça va bien. On a une mauvaise passe. Donc, c'est vrai que Tormainen, c'est un gars qui est sympathique, qui dégage la sérénité. C'est presque l'entraîneur parfait, laisse la liberté à ses joueurs, obtient des résultats, prend des bonnes décisions, etc. On dirait que c'est autant à Lausanne, c'est tout à l'air. C'est toujours le verre à moitié vide. À chaque fois qu'on analyse Lausanne, on cherche pas des poux sur la glace, on les cherche en dehors de la glace. Dans l'administration, il y a toujours un côté négatif ou sombre qui ressort. Et puis autant à Bienne, c'est toujours le côté positif. Il faut dire que Bienne n'est pas un club qui est très porteur à l'extérieur. Honnêtement, en Suisse, c'est pas un club qui est détesté. Les Tessinois, Bienne, c'est comme ça. Suisse-allemand, c'est à moitié roman, à moitié suisse-allemand. Bienne ne crée pas trop d'émotions autour. À l'extérieur de Bienne, c'est pas un club où il focalise l'attention, on va dire comme ça. Donc, c'est local, ça reste une région où les gens sont derrière le club, on est content de la patinoire, on est content d'être en National League, on est dans la donne positive tout le temps. Et cette année, Steinegger aussi affiche une certaine sérénité, Tormainen, il y a eu son histoire aussi, Mme Meria, elle a toujours le sourire, donc tout est positif. Et cette année, je pense qu'ils ont connu une saison exceptionnel. Personne ne s'attendait à ça, mais absolument. Après les matchs amicaux, il y en a qui se disaient « Oh, Bienne, cette année, attention, ça va être une catastrophe. » Et ils ont connu une... C'est le moment où Steinegger est sorti dans la presse pour dire qu'il fallait que les joueurs se bougent. Ça bouge un peu, ouais, il a paniqué lui aussi. Il a eu un petit moment où il s'est fait un cheveu gris. Un cheveu gris, là. Et effectivement... Et finalement, moi, je pense que Bienne, c'est le Fribourg de la saison dernière. C'est l'équipe Cendrillon, l'équipe que personne n'attendait là. Puis finalement, on s'est dit, ça va casser. Non, ça n'a jamais cassé. Il y a une petite baisse à un moment donné. Et finalement, il y a toujours une baisse novembre-décembre à Bienne. Ouais, c'est une équipe qui fonctionnait beaucoup par séquence, parce que c'est une équipe qui joue beaucoup à l'émotion sur le talent. Et puis, comme Fribourg l'année passée, c'est l'équipe Cendrillon, un super gardien Sateri, ce blanchissage. Az qui a connu une meilleure saison au niveau comptable, mais de façon générale. Il est ratterri en Suisse, il est revenu au pays. Il y a des Golofsen, Lévry Marchandise, va faire une saison extraordinaire. On a quand même fait jouer quelques jeunes ici et là, même si les jeunes, des fois, c'est de la cosmétique dans l'alignement, là, on s'entend. Là. Mais on a fait de la place quand même à Noah Delémont. Si tu prends le dernier match, on met Reinhardt avec Salinen et Rayala.
parce qu'il manque un joueur et Jérôme le souligne souvent Ouais, quand il vient à overtime. il va poste pour poste. Au lieu de faire ses lignes, voilà. il remplace le jeune. Là où il manque un gars. Quand Kunti était blessé en début de saison, ça a été Tanner, un moment temps, Kessler. Ouais. Il n'hésite pas, Tormanen, à ne pas changer ses trios et puis juste à compléter avec les absents. Ouais, Ce qu'il a fait l'année passée aussi avec Delémont, quand Yakovenko n'était pas là, c'est Delémont qui jouait à la place de Yakovenko. C'est ça. C'était pas aussi, c'est du poste pour poste. Alors c'est intéressant. Quand tu n'es pas dans la panique, tu peux le faire. Quand tu travailles sereinement, tu peux le faire. Et à Bienne, même si on regardait la couverture médiatique à Bienne, elle est toujours assez ça va. On voit le côté positif du truc. C'est un club comme ça qui attire le positif et puis qui remonte une région. Moi, je trouve ça magnifique. Et puis la question est de savoir, est-ce que, comme Fribourg l'année passée, Fribourg a connu une super saison, mais il n'y a personne qui croyait à Fribourg en play-off. La question que je pose est, qui croit à Bienne en play-off? Alors je pense tous ceux à la Tissot Arena croient bien en je ne suis même pas sûr. Tout le monde se dit, ouais, mais en play-off, ça va être compliqué parce que si, que ça. Mais ils ont le talent à l'attaque. Ils ont une défense, c'est pas si mal. Ils ont pas assez d'expérience. Ils ont un gros gardien. Et puis s'il ne joue pas, Van Pottelberg est revenu à un très bon niveau. Donc, il y a 2 gardiens. 2 très bons gardiens. Moi, ce que j'entends dans le milieu du hockey, des techniciens, des entraîneurs, etc., à qui je parle, on me dit que la structure défensive de Bienne, effectivement, moi, quand j'analyse les matchs de Bienne en studio, puis quand je les regarde après aussi, des fois, je me dis, Bienne, j'arrive pas à savoir comment ils jouent défensivement. Quelle est la structure défensive? Est-ce qu'on joue une défensive de zone hybride, une défensive de zone, tout simplement, homme pour homme? C'est une équipe qui joue beaucoup sur la possession de la rondelle. Elle est excellente en possession de rondelle, bonne transition. Quand il n'y a pas la rondelle, c'est un peu plus folklorique. Alors, c'est ce qu'on dit. Sa structure défensive pourrait écouter des matchs en play-off, parce qu'on dit souvent que c'est la défensive qui gagne des play-offs. Vieux cliché. Qui, aujourd'hui, pour sa main coupée, que Bienne est un sérieux candidat au titre? Alors, Kevin a donné son avis, dit Bienne n'a pas la réputation d'une équipe de play-off, ils ont l'occasion de prouver le contraire, mais je ne miserai pas mon salaire dessus. J'ai le même sentiment. et tu parles à tout le monde, même des Biennois. Voilà, une bonne saison. Comme Fribourg l'année passée, personne n'aurait misé sur... ils ont fait patate Ils ont été bons en quart, ils ont fait patate contre Zurich. Oui, mais contre Zurich, ils ont été à chaque fois, à part le match numéro 4, ils étaient chaque fois à un rien, puisque c'était prolongation, et même une fois, ils ont marqué un but qui leur a été refusé. Logique, c'est à juste titre. À juste titre, c'est à Fribourg, voilà, on joue les victimes. Mais voilà, ça s'est joué sur 3 matchs. Sur les 3 premiers matchs, ils auraient pu aussi mener au score. Mais ils les ont perdus. Rendu là, ça se joue sur peu de choses. Et puis Zurich était quand même sur le papier et sur la glace la meilleure équipe. Il y avait pas, pour moi, c'était proche, mais pas vraiment. Pour moi. Même si Fribourg a été remarquable toute la saison. Je vois ce que tu veux dire par rapport à ça. Mais j'ai quand même l'impression que Bienne est un petit peu plus mûr que le Fribourg de l'année passée. Parce qu'il y a aussi une plus grande stabilité. Ils ont vécu les déceptions, notamment la demi-finale contre Lugano il y a quelques années. Il y a des joueurs qui sont encore là. Peut-être que là, il y a un petit peu plus que Fribourg l'année passée, où Fribourg, ça faisait tellement longtemps qu'ils n'avaient pas gagné une série de playoffs que quand ils sont arrivés en demi-finale, ils avaient déjà réussi aussi la saison. Ils étaient allés ça, c'est un autre plus au-dessus. C'est que c'était normal de perdre contre Zurich, en fait. Non, alors j'irai pas jusque-là. Mais t'as fait mieux que les années précédentes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. On était dans la zone de bonus. Et puis Bienne, l'année passée, le quart de finale, la frustration. Ils étaient à un but de mener 3-1, d'éliminer Zurich là, quand un match en prolongation de 1-0 avec aller un pauvre dans les buts. Zurich a eu la réussite. Ouais. Ah oui, mais ça a changé complètement la série. Et à partir de là, Bienne n'a plus vu le puck face à Zurich. Ouais, donc, exact. Il y a aussi peut-être cette petite frustration de l'année passée de dire on était, je vais pas dire on n'était pas loin, mais ils sont dans la on aurait pu faire mieux. Je pense qu'ils vont entreprendre les playoffs de façon ultra positive et là on s'en va peut-être vers un Bienne Fribourg. Voilà, c'est ce que j'allais dire, un adversaire potentiel en quart de finale, Fribourg, Berne ou Cloton. Ça dépendra du résultat de la série entre Fribourg. Moi, je pense que ça va être Fribourg. J'imagine que Fribourg va prendre Lugano, c'est mon avis, mais va battre Lugano. Mais on en parle après, plus en détail après. Soyons pro-romans, on espère ça. Ce serait sympa quand même. Ah oui, ce serait chouette d'avoir un bien Fribourg. Je suis roman, évidemment. Soyons pro-romans. Un peu de chauvinisme dans mon commentaire. Ça serait pas mal un bien de Fribourg. Bon, Stéphane. Oui. Moi, j'ai déjà donné mon avis pour le meilleur joueur avec Sateri. Et toi?
Avec qui tu y vas? Je vais aller pour. Az mériterait peut-être une mention, mais je vais la le donner à Fabio Offer pour l'ensemble de sa saison. Il est monté crescendo. Ça, c'est une bonne acquisition de Steinegger. Bon, on ne l'a pas eu gratuitement, hein, donc évidemment, ça n'a pas été. Il l'avait payé cher au moment où il l'a engagé par rapport à ce qu'il avait fait, mais il a été bon parce qu'il a payé le prix De ce qu'il qu'il allait cette année. faire au lieu de ce qu'il avait fait. Donc, il a été visionnaire sur ce coup-là. Et bon, évidemment, quand tu joues avec Az et Olofsson, ça a l'air un peu meilleur. Olofsson, je le mets pas Olofsson, mais il a livré la marchandise, mais je le mets pas parce que c'est ce à quoi on s'attendait. Az a été meilleur que l'année d'avant, il a joué son rôle de leader. Bon, en même temps, il a atterri en- lui-même a dit que l'année passée, c'était une mauvaise saison pour lui. C'était une catastrophe. Catastrophe. C'était vraiment pas à la hauteur des attentes, mais c'était beaucoup de pression pour lui quand il est revenu capitaine. Il revenait bon, peu importe. On lui a donné les clés de la patinoire. Et Offert, je trouve qu'il a été, malgré que ça a baissé un petit peu en fin de saison, Offert a été la bougie d'allumage à l'attaque dans plusieurs matchs. Il a donné l'impulsion. Ça fait plaisir à le voir jouer les rapides. Il a marqué des beaux buts. Alors, Et voilà. puis il a eu une séquence là, cet automne, 12 points en 5 matchs ou un truc comme ça, Ouais, où tout à il volait sur la Il y glace. a tout qui rentrait, il y a des séquences comme ça. Donc, moi, je vais donner Offert, mais pas très loin devant Az, qui mérite quand même. Love, en défense, j'aime beaucoup Love. Je trouve que je l'ai trouvé un peu plus erratique cette saison. C'est un défenseur que j'aime beaucoup de façon générale, mais je l'ai trouvé sur certains matchs un peu. C'est un défenseur calme en fait. C'est ça. Il va pas faire de Non. montée offensive à la Radgabe. Ouais. Et défensivement, rien à dire. Il est là où il C'est doit ça, être. C'est ça, exact. S'il doit jouer physique, Exact. il va aller jouer physique, mais Ouais. toujours dans la sécurité. Jamais prendre C'est solide. de risques C'est un inutiles. pilier, c'est un pilier Ouais. en défense. Ouais. Voilà pour le HBN. Bon, on monte d'une marche et puis on parle du vainqueur de la saison régulière. Seigneur tout honneur. Exactement, Genève Servette qui a été premier depuis le 27 septembre jusqu'au 1er mars. Et puis ensuite qui a repris sur le dernier match sa couronne. C'est la première fois que Genève Servette termine en tête de la saison régulière en National League. Superbe saison. Chapeau à eux. Superbe. Tout s'est aligné cette saison. Tout. Il y a eu quelques creux Ouais. quand même. Hein. Ouais. Tout n'a pas été non plus tout rose au bout du lac. Il y a pas mal de blessés ces derniers temps, ce dernier mois, avec Mayer, avec Rod. Il y a eu la longue blessure aussi de Vatanen. Ça a été un petit peu compliqué sur la fin de saison. Il y a eu, comme le dit Didier, cette série de défaites jusqu'au match contre Ajoie. Alors, je vais te lancer sur la question de Didier. Est-ce que ça te fait souci ou est-ce que les joueurs étaient sur la réserve sur la fin de saison? Un peu des deux. Je pense qu'il y en a qui se sont économisés, moins bloqués de shoot, moins engagés, etc. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs d'expérience dans cette équipe-là. Donc, qui dit joueur d'expérience dit gestion de l'effort, etc. Puis il y a beaucoup de joueurs malins, intelligents, bon sens du jeu. Et ceux-là sont encore plus malins pour gérer leurs efforts, puis appuyer la pédale quand il faut, ralentir quand il faut, parce qu'ils en ont la capacité, puis l'esprit pour le faire. Mais quand même, les derniers matchs de Genève sont pas si rassurants que ça sur la manière. J'ai trouvé c'est une équipe qui manquait d'imprécision, qui avait des imprécisions dans le jeu, qui donnait beaucoup trop d'attaques dangereuses défensivement. C'était pas bien du tout. Donc, tu peux gérer ton émotion, être en mode gestion, mais tu dois faire le minimum syndical défensivement, ce que j'ai pas vu forcément. J'ai pas suivi tous les matchs avec une grande attention, vous le savez, quand Non, c'est pas parce mon que- match studio, je le regarde d'un œil, des fois je regarde des épisodes le lendemain, mais je ne regarde pas systématiquement tous les matchs. Mais vu de l'extérieur, à ça je réponds, il y a plusieurs personnes qui me posent la question, mettez-vous dans la peau de l'entraîneur aujourd'hui, de Yann Cadieux. Est-ce que vous êtes rassuré? Est-ce que vous vous dites, les gars sont en mode gestion, ça va aller? Ou si vous dites, je suis pas du très bon hockey, c'est compliqué, on a de la peine à battre à jouer le dernier match, on se fait rincer à Zug, mais rincer solide, là. Solide. Les expected goals, je pense que c'était 6-1. Ben moi, mettez-vous à la place de Yann Cadieux, t'inquiète un petit peu. Peut-être pas pour la première série, mais pour la suite.
Parce qu'après, ça va se corser un peu. Là. Alors, ça a soulevé des débats, hein. On a Nicolas qui nous dit même avec l'expérience, t'as pas le droit de faire ça à ce niveau. Genève a pris trop de légèreté à la fin de saison. Gaëtan qui nous dit qu'est-ce que vous pensez de la gestion du banc, notamment le temps de jeu de Cadieux. Ça fait penser un petit peu à ce que son papa faisait à Fribourg à l'époque, de mettre les leaders tout le temps sur la glace. Oui, mais écoutez, on reprochait ça plus ou moins à Patémon de raider sur ses étrangers. Je pense qu'il fait la même chose. Hein. Je veux dire, il se repose sur ses meilleurs joueurs très rapidement parce qu'il veut gagner des matchs. N'oubliez pas, je vais vous monter une parenthèse, que Yann Cadieux était en négociation de contrat aussi. Donc, lui, son contrat était... Semble-t-il que c'était réglé. On m'a dit, j'ai une source. Alors, prenez-la comme vous voulez. Avec des pincettes donc, parce qu'il n'y a qu'une source, il faut toujours deux pour être sûr. Voilà, je n'ai pas cherché à comprendre parce que moi, mon business, je ne suis pas dans le business du scoop. Je suis dans le business de l'analyse. Même si je sais pas mal de trucs, on me les dit aussi parce que je les répète pas. Mais on m'a dit que c'était réglé dans le cas de Cadieux. Il avait prolongé pour 2 ans. Sous réserve. Il aurait prolongé pour 2 ans. Et je l'ai fait cette parenthèse-là parce que je trouve que quand tu tiens un entraîneur sur le qui-vive et tu ne lui donnes pas un contrat avant Noël, ce qui a été le cas visiblement d'Yann Cadieux, tu peux lui dire oui, on va te renouveler, t'inquiète pas. Mais le gars, il dit tant que c'est pas signé, puis t'as pas le montant au bout, puis tu rentres pas à la maison, puis tu montes à ta femme, c'est réglé, ben t'es sur le stress. Puis sur le stress, ça veut dire que tu veux gagner le prochain match, tu veux montrer au GM, au président ou à la fondation que regardez, je suis bon, je gagne des matchs. Ça amène du stress dans une équipe, ça amène un inconfort qui fait que le gars, il va surtaxer ses meilleurs joueurs parce qu'il veut toujours gagner. Parce qu'il se dit, si j'en perds 3, le contrat qui est prêt au bureau, qui reste à signer, ben, ils vont le garder au bureau. Parce que c'est aussi bon que les derniers matchs que tu as joués ou tu as coaché souvent. Puis tout à coup, s'il y a une série négative qui s'installe, là, tout à coup, le président ou je ne sais pas qui dans l'organisation qui dit « Ouais, mais là, ça va mal, tu sais, ça fonctionne comme ça, là, OK. » Donc là, ce serait réglé pour lui. Ce serait réglé. Et c'est tant mieux. Et c'est ce qui fait, puis qui explique peut-être qu'il a surtaxé certains joueurs en voulant montrer gagner. Ça, c'est le... Mettre de la pression, c'est bien, mais des fois, il y a le revers de la médaille aussi qui va avec. Voilà. Il y avait une question sur les blessés, mais j'ai vu que de Elodie, mais j'ai vu que Quentin a répondu en disant qu'il reviendrait le 14 mars. Il y a aussi ça, certainement, que du côté des joueurs qui étaient blessés sur cette fin de saison, on a peut-être dit à notamment Robert Mayer, hein, prends ton temps, mais bien prends sûr. ton temps, Mais oui. reviens à 100%, prends pas de risques. C'est absolument Voilà. ça. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Ça, c'est le luxe des équipes qui sont assurées d'être en play-off. Tu te dis, ben, quitte à finir 2 ou 3, descendre un peu, mais arriver en play-off avec l'effectif, tout le monde en santé, puis pas un gars qui craint un mal de genou, puis un mal à l'épaule depuis 2 mois, puis qu'on a forcé aux adducteurs. Mais ça, c'est le luxe que ces équipes-là qui ont accumulé une avance peuvent se permettre. Et c'est ce que Joug n'a pas pu se permettre sur le dernier 1000. C'est ce que Fribourg n'a pas pu se permettre. C'est ce que Davos n'a pas pu se permettre. Voilà, c'est le luxe des équipes qui sont bien parties, qui ont été très bonnes. Et honnêtement, moi, je regarde cette équipe-là à Genève. Sérieux candidat au titre. Si cette année, on ne joue pas pour le titre, je me demande quand on va jouer pour le titre. Regardez l'expérience. Quand tu as Joris et Pouliot au centre, tu as 3 puis tu as 4 là, dans l'ordre. Là. Excuse-moi, là, mais... c'est clair mais comparer la ligne de centre de Genève avec celle de Lausanne. On revient toujours à Lausanne. Non, mais explique. Premier versus 11e. Non, mais je comprends très bien. Ça s'explique quelque part. La ligne de centre, Phil Poula qui est parti très très fort, qui est redescendu un petit peu après, mais tu as Winnick qui est toujours là, tu as beaucoup de vétérans, tu as des gars qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, tu as Tom Ernest qui était un petit peu en dents de scie, mais qui reste extraordinaire. Qui a fini en flèche et puis qui maintenant il est en mission. Hein. Il l'a clairement dit après le but qu'il a marqué contre Berne, le but extraordinaire. Il a dit moi maintenant je suis en mission. Je veux partir d'ici en ayant réglé tous les dossiers pour lesquels je suis venu et le dernier qui reste c'est le titre. C'est ça. Vous jouez contre Genève Servette. Le danger vient de partout là. C'est compliqué, donc moi je me dis c'est l'année ou jamais. Parce que après, il y a Thomas qui va partir, on parle que Marc va quitter. Après, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va gagner. Artikainen reste. Ouais, alors de ce que j'ai entendu par rapport à Marc, apparemment la famille Marc n'était pas au courant des rumeurs, hein, tu vois, donc... Ah ok, je sais pas. Donc moi, voilà, j'ai lu, je ne connais pas la famille Marc, donc je
Je sais rien. On m'a dit à mi-saison qu'il l'a rien. Dans les coulisses, on m'a dit qu'il voulait retourner en Suède. Donc, je n'ai pas tiqué quand on s'est sorti dans les médias. Je n'ai pas cherché à savoir non plus. Je rappelle que mon business, ce n'est pas celui du scoop, c'est celui de l'information, de l'avoir pour mieux analyser. Et sinon, on ne me donnera plus si je sors toutes les scoops. On ne me donnera plus les scoops. Bah, bien sûr. Voilà, donc voilà, moi, je ne cherche pas à faire des clics ou du buzz sur les réseaux sociaux. Mais on m'a dit qu'il y avait une option qu'il ne renouvellerait pas, peut-être pas. On m'avait dit ça. Ouais, quand il est revenu, il a signé une prolongation pour la saison prochaine. Il est arrivé, on nous a annoncé qu'il avait prolongé pour un an. Ouais, Mais ça. quand il a signé à l'Uléo l'année passée, il avait signé 1 an plus 2 ans en option. Donc forcément, Donc, voilà. n'importe qui se dit, mais attends, il a une option chez nous, il a prolongé chez nous. Forcément, ça soulève des rumeurs et c'est peut-être comme ça que c'est parti. Hein. Après, une bête discussion entre le GM et le journaliste qui a lancé la rumeur en Suède, c'était Marc, tu le suis, j'aimerais bien qu'il revienne. Marc pourrait revenir, tu vois. Bon, écoutez, on sait que Gauchi a fait quelques voyages en Suède, semble-t-il. C'est pour ça que Cadieux aussi, la prolongation a tardé. C'est que il paraît que Gauchi longue sur un entraîneur suédois depuis quelques années déjà qu'il aimerait bien appâter pour venir. Et puis finalement, ça n'a pas joué. Voilà, ça, c'est des bruits de coulisses. Mais toujours est-il que la fenêtre, elle est là, je pense, pour Genève. Et c'est le temps ou jamais. Parce que les fenêtres, des fois, elles se referment rapidement. Hein. Donc là, ils ont eu une année, voire 2, parce qu'après Pouliot, ça va être sur le versant de la montagne. Tout le monde va commencer à vieillir un petit peu, le noyau va changer. Et on a beau dire sur le déjà, papier... l'année prochaine, t'as plus Tom Ernest. C'est ça. Après ça, le pauvre gars qu'on dit remplaçant de Tom Ernest, ça peut être que négatif. Là. Personne ne va pouvoir remplacer vraiment Tom Ernest. En tout cas, attention. C'est beaucoup de pression. Il a un œil sur la NHL aussi. Parce que lui, il est allé en Amérique du Nord, mais il n'a jamais vraiment vu ce qu'était la NHL. Donc... Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, simplement, c'est beaucoup de pression que de le comparer à Tom Ernest. Parce que là, c'est quand même. Tu ne remplaces pas Tom Ernest. Voilà. C'est comme tu ne remplaces pas les joueurs qui sont venus à Fribourg pour remplacer Di Domenico. Ils sont venus pour remplacer Di Domenico dans l'alignement au niveau du nombre, mais pas au niveau du jeu. Donc on ne peut pas comparer des pommes et des poires. C'est ça. Donc Genève, moi je dis go. C'est l'année ou jamais. Après, s'ils se retrouvent en finale, ils vont se retrouver peut-être en demi-finale contre Zug. Parce qu'on peut imaginer que, étant donné la position de Zug au classement, malheureusement, Genève devra peut-être se taper Zug en demi. Parlons déjà quart de finale. Quart de finale, c'est contre Berne, Cloton ou Lugano. Facile. Walk in the park. Facile, je l'annonce tout de suite, des couleurs en 5 matchs. Vous pouvez faire un clip, et puis si Genève se fait sortir en quart, vous le ressortez à Stéphane. Je ne vois pas, quand je regarde ces 3 équipes-là, je ne vois pas comment Genève peut se faire battre 4 fois en 2 semaines contre ces équipes-là. Je suis désolé, ces équipes-là, Lugano, c'est un manque de profondeur. Tarco Bello, Conny qui sont pas là, ils ne peuvent pas rivaliser avec Genève si tout va bien puis si tout le monde est en santé. Lugano doit déjà battre Fribourg. Voilà, si c'est Lugano, et puis après c'est... Berne ou Cloton. Berne, il y a tout un historique négatif. Ils sont pas assez bons en de Genève. défense pour faire face à l'attaque de Genève pour moi. Dans le but, c'est so-so. Voilà, et puis Cloton, j'en parle même pas. Ce serait une surprise de les avoir en quart, mais ça c'est de la musique d'avenir, on en parle juste après. On finit avec le meilleur joueur, avant de prendre le commentaire de Quentin qui l'a mis 2 fois et j'aime bien ce qu'il a écrit. Moi j'étais allé avec Valtteri Filppula pour la stabilité de sa saison. Il a été bon de septembre à maintenant. Ouais. Et j'ai pas vu de creux, j'ai pas vu de pic. Il a fait du Filppula, il a fait ce qu'il sait faire le mieux. Il a 39 ans et c'est extraordinaire ce qu'il fait. Oui, tout à fait. J'ai pris avant toi. Tu l'as mis avant moi. Non, moi, je vais quand même insister sur Winnick. Winnick, c'est la stabilité même. Ça fait combien d'années qu'il nous fait 1 point par match, qu'il joue sur le PP, Piqué un peu moins. Il joue sur le piqué. Il n'a pas toujours été utilisé sur le piqué. Il joue sur le piqué aussi. Il joue aussi, mais pas au Ottawa. Il était avec Richard souvent sur le piqué. Hein. Et 5 contre 5, il a joué en défense quand on a eu besoin de lui. C'est pas la première fois qu'il le faisait, mais c'est la première fois qu'il commençait des matchs en défense. C'est une sale gueule épouvantable. Il dérange tout le monde sur la glace. Les arbitres l'aiment pas. Ils ont son numéro. Puis les adversaires non plus. Il est comme ça aussi dans le vestiaire des fois. Il paraît qu'il est un petit peu agaçant, mais c'est un gars qui est gros et il est grand. Il va devant le but. Il dérange tout le monde. Mais
on est tellement habitué qu'il soit bon qu'on n'en parle même plus. Alors, cette année, c'est un point par match. C'est plus 24. Je pense que c'est le premier des plus et moins dans la ligue ou dans les premiers. Il est juste il est derrière Yakovenko. En tout cas, chez les attaquants. Voilà, je veux dire, à 5 contre 5, fait le job, le garçon. Peu importe avec qui il joue, fait le job. Moi, Winnick, je tire mon chapeau devant ce gars-là. Puis c'est un vétéran aussi qui vieillit gentiment, mais il ne change pas. Et je pense que Winnick est un exemple de stabilité dans l'attaque genevoise depuis des années. Et c'est, je veux dire, si je compare son efficacité, par exemple, on marque, il marque des buts, il est flashy, il fait la moitié de ses points sur le powerplay. C'est un spécialiste des situations arrêtées. Il est important pour cette équipe-là parce qu'il produit des buts, il fabrique des jeux. Il joue avec des bons joueurs aussi sur le powerplay. Il joue avec Winnick, avec Filppula. Mais c'est ça, mais je veux dire, mais si vous regardez... Si tu regardes, les deux qu'on a cités, ils sont sur le même... Le gars, il joue dans la meilleure équipe de la Ligue cette année, qui est une des meilleures équipes, sinon la meilleure à 5 contre 5, etc. Omar, il arrive à plus 3 ou plus 4 en fin d'année. Il a été longtemps dans les plus et moins. Vous allez me dire, plus et moins, ça veut rien dire. Excuse-moi, mais entre un plus 3 et un plus 24, il y a quand même une grosse différence. Une grosse différence à 5 contre 5. Ça veut dire qu'Omar, si tu le mets contre le meilleur bloc adverse, il va t'en coûter parce qu'il va pas arriver à si tu joues contre des joueurs qui sont bons offensivement, il va t'en coûter. Il faut que tu le mettes contre une 3 pour une 4 à 5 contre 5. Là, il va créer de l'attaque, il va aller chercher des points. Et dans les situations spéciales, il va te chercher des points. C'est important le powerplay. C'est important. Je veux dire, Lausanne, est-ce qu'il prendrait Omar sur le powerplay? Il prendrait toute l'équipe de Lausanne sur le powerplay actuellement. Mais si tu me demandes de choisir aujourd'hui entre Omar et Winnick pour me former une équipe gagnante, je prends Winnick. Parce que Winnick, il t'en apporte dans toutes les situations. Ce qu'Omar ne fait pas, par exemple. C'est un joueur beaucoup plus complet. Voilà l'explication. Parce que sans rien enlever aux qualités offensives d'un certain Omar, même Artikainen, je prends Winnick avant Artikainen. Oui, tu en marques 27, plus de la moitié en powerplay. C'est un gars qui est complet. C'est un buteur extraordinaire. Mais à 5 contre 5, tu n'en amènes pas. Il ne transporte jamais le puck de sa zone à la zone d'attaque. Quand est-ce que vous voyez Artikainen traverser la zone centrale avec la rondelle? Jamais. Dans sa zone de défense, dans sa zone de défense, c'est nowhere to be found. Il est où? Hop, il est là. C'est comme on marque. C'est des gars à 5 contre 5 qu'il faut que tu les mettes contre les... Pour pas que tu les mettes contre les top lignes de l'autre côté parce qu'ils vont t'en coûter. Ils peuvent peut-être te marquer un but de temps en temps, mais ils vont t'en coûter. Tandis qu'au Winnick, contre qui coach, pas de problème. La top ligne de l'autre côté, toute la soirée, il n'y a pas de problème. Je vais laisser Omar et Artikainen jouer contre les moins bonnes lignes. Puis, parce que, voilà. C'est aussi une question d'expérience. Winnick, c'était son rôle en NHL. Il n'a Exact. jamais joué plus que troisième ligne en NHL. Non, c'est un joueur de rôle. Puis il est arrivé en Suisse comme à devoir prendre un rôle offensif, mais il avait tout son background défensif. Ouais. Donc, mais quand ça s'oublie pas, c'est comme le vélo. Il a dit quand il est arrivé ici, il était obligé de rejouer offensivement comme il ne pouvait pas le faire en NHL. Et puis il le fait fort bien. Il rend tout le monde au jour de lui meilleur. Quand il joue, ça marche toujours. Tu le mets avec n'importe qui, ça marche. Donc le gars, il est constant. Puis il a plusieurs facettes à son jeu. Tandis que des Omar et Artikainen, pour moi, c'est des spécialistes. C'est différent, mais tu en as besoin aussi. C'est ce qui fait que Genève a l'équipe qu'elle a. Nicolas est d'accord avec toi. Et puis le commentaire de Quentin, il disait passer outre Omar qui est Artikainen, mon MVP serait Filppula. C'est incroyable ce qu'il fait à 39 ans, on est assez d'accord les deux. Et puis dimension spéciale à Vincent Praplan, qui est aussi cité par Didier. Excellente saison pour Vincent Praplan. Vincent Praplan, c'est un excellent joueur de complément. S'il joue avec dans une équipe qui va pas bien comme à Berne ou qui joue pas avec une bonne équipe, il va pas leader le truc. Il va pas amener les autres à être meilleurs. Par contre, si tu le fais jouer avec des bons joueurs, parfait. Pas trop de pression défensivement. C'est un ailier, peut tricher un petit peu à l'attaque, a des bonnes mains, patine bien. Les gars aiment ça jouer avec lui parce qu'il comprend la game. Quand il a eu ses meilleures saisons avec l'automne, souvenez-vous, il jouait avec qui? Dennis Hollenstein, puis Tommy Santala, qui était peut-être le joueur de centre le plus complet de la Ligue à ce moment-là. Grand bonhomme. Le joueur le plus intelligent. Chiant comme la poisse avec les arbitres. C'est une sale gueule épouvantable avec les arbitres, mais Santala, je le prenais dans mon équipe n'importe comment. C'était un joueur de centre complet, responsable, qui dérangeait. Et Praplan en a profité. Donc Praplan, si tu le mets avec des bons joueurs, il va faire un bon joueur. Il va être un excellent joueur de complément qui fonctionne un petit peu par séquence. Mais Gauchi l'a signé. Parfait. Dans cette équipe-là, il fit très bien. Ouais, puis maintenant, on va pouvoir parler de Fribourg parce qu'on a déjà plusieurs questions et les gens veulent connaître notre avis sur Fribourg-Lugano. Mais on va d'abord parler de la saison régulière des Dragons.
finalement les Dragons qui terminent 7e. Alors c'était un petit peu plus compliqué que l'année passée, hein. Il y a notamment eu la blessure de Reto Berra pendant 4 mois. Ça n'a pas aidé la cause de Christian Dubé, mais c'est pas la seule équipe qui a été privée d'un joueur. On vient de parler de Josh Neves, il y a eu Vatanen absent pendant la même durée. Donc, Puis on bon, s'entend c'est pas le même rôle. puis on s'entend Mais- que Connor Hughes a été très bon. Il ne faut pas s'appuyer que sur les blessés parce que Fribourg est une équipe qui a eu, alors certes, il y a eu la blessure de Berra, mais autrement, avec le moins de blessés, je dirais, cette saison, de ce qu'il me semble. Il n'y a pas eu On beaucoup de sait, joueurs mais blessés. Christian est venu à l'interview chez nous et il dit il ne faut pas oublier qu'on a eu des blessés. Je sais que tu ne l'as pas. Est-ce que T'as tu pas veux aimé que ce je qu'il a commente dit. cette entrevue là? Non, tes C'est- yeux pour ceux qui ont regardé disent tout. Hein. Non, voilà, on est d'accord là-dessus. Excusez-moi, mais c'est juste l'attitude, la façon de répondre est un petit peu. Je pense qu'il était agacé de- ouais. Mais il est tout le temps agacé quand on lui pose des questions embêtantes. Je veux dire, à un moment donné, ton équipe a pas fait. Tu as été top 6 toute l'année, ton équipe a pas fait le top 6. La réponse, c'est on est déçu, mais là, il faut aller de l'avant. OK, il faut battre, puis après ça, on est en playoff quand Ouais. même. Il faut aller de l'avant. C'est pas la réponse. C'est ouais, mais bon, c'est normal. Il y a eu une petite, il y a eu une petite baisse de régime Oui. ces dernières semaines, tandis que Zug C'est exact. a été exactement dans la Exact. pyramide Donc, inverse. C'est pas, faut pas chercher De dans partir, l'excuse que mais c'est normal parce que Hughes on n'a pas eu Berra pendant un moment. Je veux dire, est-ce que si on se sert de ces arguments-là à Fribourg, qu'est-ce que Berne peut dire? Qu'est-ce que Zug peut dire? Ils ont perdu Hansen pendant 4 mois, ils n'avaient pas souri au début de saison, ils ont perdu Hoffman sur la fin de la saison. Attendez, là, je veux dire, tout le monde à Vatanen aussi. On a joué avec 5 étrangers combien de temps à Genève? Quasiment tout Bon. octobre, novembre, Voilà. décembre. À un moment donné, je veux dire, il faut juste constater les faits, puis pas avec un petit sourire de mais bon, c'est normal qu'on finisse 7 parce que écoute, tu as été top 6, tu es descendu à la fin, c'est pas grand-chose, on s'entend, on a une victoire près, là, c'est un détail, mais tu dois dire, OK, oui, on est déçu, on voulait finir top 6, on n'a pas réussi, maintenant on va de l'avant, puis c'est terminé. Tu ne peux pas aborder cette entrevue de façon un peu... Voilà. Moi, j'en ai entendu parler. C'est drôle, cette entrevue-là, elle a fait beaucoup discuter dans le milieu. Hein. Oui, mais je pense que Laurent qui faisait l'interview, c'est aussi un petit peu senti mal après c'est ce côté... de pas comprendre pourquoi Dubé était comme ça à l'interview. Ouais, un peu... Mais bon. on Alors on oui, il y a dira pas aussi le mot Gaëtan nous arrogant, dit mais- ouais, oubliez pas Sorensen, mais Sorensen c'était en début de saison. C'est Exact. Il a raté le début de saison. Oui, Sorensen, il a mis du temps à se mettre en route. Moi, je pense que le malheur dans le fait que Sorensen est mal parti, c'est qu'on a paniqué. Que Sorensen a été blessé, c'est qu'on a paniqué puis on a été chercher un autre étranger. Puis là, on se retrouvé à 7. Et puis là ça a été la merde. Parce que là, tu dois choisir. De Sorensen, tu l'as signé pour 3, tu dois le rendre heureux. Rask est là pour une année, Kakkonen est là pour une année. S'ils sont malheureux, c'est un moindre mal. Fait que là, Rask, tout à coup, il revient, lui, il a joué à NHL, il revient là, puis il se dit attends, pourquoi je joue pas je coach? suis en Suisse, puis je suis surnuméraire, moi. T'es sérieux, là? Et puis Kakkonen, qui joue à NHL, qui jouait, qui revient, qui veut retourner, hein, je suis pas assez bon pour jouer ici, moi, je coach, ouais. Puis là, t'as Delarose qui est là, puis tu veux le rendre heureux parce que... puis Delarose, on s'entend qu'il n'a pas livré la marchandise au début offensivement. C'est bon sans la rondelle. Mais bon sans la rondelle, regardez, c'est plus et moins. En tout cas, bon, peu importe. Mais là, il s'est retrouvé avec une patate chaude. Finalement, il n'y a personne qui était vraiment heureux. Et ça a été le malheur de Sorensen, c'est pas que Sorensen n'était pas là, c'est la gestion qui a été des conséquences de ça. Puis je pense qu'on a paniqué un peu en allant chercher un étranger tout de suite. Christian a paniqué. Et puis, ça y a causé un paquet de problèmes. Puis Kaukonen n'est pas heureux. Delarose tirait la gueule un temps. Même Sorensen, on n'a pas vu ses dents souvent cette année, là, à part les matchs où il a marqué quelques buts. Rask n'a pas l'air spécialement heureux non plus. Donc après ça te fait une gestion de vestiaire compliquée. T'as des gars comme Motet qui a été un peu puni, qui ne connaît pas la saison, tout à coup un peu moins de rôle sur le powerplay. T'as des Marchand, prenait pas la même saison, renouvelle son contrat, ouais, 1 an, il voulait avoir plus, etc. Pas trop content. Chavaya, tu le renouvelles pas. Bikov, tu le fais attendre au dernier moment. Donc tu as la clique romande qui est moyennement heureuse. On entend aussi que Julien avec Christian, les relations sont pas beau fixes. Après ça, tu as la clique d'étrangers qui se regardent et qui se disent Odé Arnay, il joue tout le temps, lui, il le mérite, mais tu sais, dans le vestiaire, c'est comme ça. Gunderson Desharnais, il joue, ouais, nous. Coach, pourquoi je joue pas? Mais c'est ça, puis tu as Vagno, Vagno, lui, évidemment, c'est le gars qu'on n'entend pas parler. Donc, ça crée
La blessure de Sorensen a créé un malaise dans le vestiaire, ce qu'on entend. Et ça a été une gestion compliquée. Puis après, il a changé toutes ses lignes. Schmidt, c'est un joueur de centre, c'était presque son fils spirituel depuis des années, Sandro Schmidt, c'est ce qu'on dit dans le milieu. Mais Sandro Schmidt avait un développement intéressant. On lui a tout donné. Il a joué des super bons matchs au centre, a eu du succès au centre. Et cette année, tout à coup, il se retrouve off-wing, non seulement à l'aile, mais à l'aile droite certains matchs, si je ne me trompe pas. Et pas sa position. Voilà. Puis combien de fois on a changé les... Non. Pas du tout. C'est un centre naturel. Voilà, je pense. Puis à l'aile, tu es plus arrêté, tu as moins le rôle défensivement. Donc on l'a vu emprunter aussi dans sa zone de défense. Puis il a beaucoup changé ses lignes. Il a eu de la peine. Mais c'est sûr qu'en changeant tes étrangers tous les matchs, tu fais quoi? Puis à un moment donné, Delarose, qu'on nous a annoncé comme un gros joueur de centre, two-way, responsable défensivement, t'as aligné à l'aile. Tu viens de ça? Oui. Donc tout ça mis ensemble fait que la mayonnaise n'a pas pris comme l'année d'avant. Pas connu une mauvaise saison là, à Fribourg, loin de là. Mais c'est nettement moins bien que l'année d'avant. Et puis, j'ai le sentiment, ce que j'entends, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de malheureux. Il y a beaucoup de gars qui sont pas... Ils n'arrivent pas avec la banane à l'entraînement le matin. Puis, voilà. Puis ça fait, ceci explique cela. Fait que ça rend la gestion. Puis il faut mettre aussi que Christian Dubé, c'est sa 3e année comme coach. Il y a beaucoup de gars qui se l'ont tapé ils ont vécu avec lui comme directeur sportif, comme joué avec lui. Hein? Tu parlais de Schwanger et de donc on le connaît bien. Directeur sportif, puis là, coach directeur sportif. Il y a l'usure aussi qui s'installe, les relations, etc. Puis quand tu t'es coach, puis tu es le gars qui négocie le contrat aussi, des fois c'est bon, mais des fois c'est moins bon. C'est quoi qu'on dit, la durée de vie d'un coach, c'est 4 ans? 3-4 ans? 4 ans, c'est long. On dit souvent que si il faut se réinventer pour que la relation de couple dure. En fait, c'est que, comme McSorley a fait souvent, les gars qui sont restés longtemps derrière le banc, pour rester derrière le banc, il faut que tu changes tes joueurs. Pour pas qu'il y ait l'usure du temps. Il faut que tu gardes un petit noyau, mais il faut que tu changes tes joueurs. Si tu restes coach et tu gardes le noyau, à un moment donné, il y a l'usure du temps. C'est forcé, c'est humain, tu peux pas te sortir de là. Et là, on est là. Je pense que pour que Christian Dubé perdure dans le temps, il y a encore 2 ans de contrat, il faudra qu'il change un peu. Mais il veut faire dans la stabilité, ce qui n'est pas mauvais non plus. Mais je pense que là, s'il part avec le même noyau l'année prochaine, là, on va peut-être garder Rask, qui a connu une fin de saison assez intéressante à la place de Desharnais, qui pourrait aller dans le rôle de Desharnais. Dido qui revient, qui va être la bougie d'allumage, qui pourrait jouer le rôle de gâchette à l'attaque éventuellement. Donc peut-être qu'on aura un meilleur équilibre à ce moment-là. Voilà, donc c'est l'histoire de Fribourg cette saison, qui, je le rappelle, n'a pas connu une si mauvaise saison que ça, même si elle est moyenne par rapport à l'année précédente. Moins convaincante, il y avait moins de spectacles aussi dans le jeu de Fribourg. Si on prend parce que là on a beaucoup parlé du négatif, si on prend le positif, Connor Hughes, pour moi clairement plus qu'une bonne surprise. Moi j'ai toujours bien trouvé que c'était un bon numéro 2, mais il a été extraordinaire, certes. Personne ne s'attendait à ça. Il a baissé sur la fin, mais il a joué plus de matchs cette saison en National League que sur toute sa carrière. Donc, il a assuré le fort. Ça a été un très bon remplaçant pour l'absence de Berra. Ouais. L'arrivée de Seiler, excellent choix d'avoir changé Scheidegger pour Seiler. Il a pu avoir un défenseur défensif suisse et ça lui a permis de gérer aussi un petit peu mieux les présences sur la glace pour ses étrangers en mettant Vainio en tribune. Ouais. Et en décidant de ne pas conserver Vainio parce qu'il avait un joueur suisse qui faisait le job. D'ailleurs, il prend un défenseur plutôt offensif pour l'année prochaine avec Borkman. Et puis le public, Sarah le dit dans le chat, le public qui a répondu présent. On a 99% de remplissage sur l'ensemble de la saison. C'est juste extraordinaire. On a créé... Peu importe ce qui se passe sur la glace, l'équipe a été un peu moins bonne cette année. On a cumulé les défaites à la maison aussi. Hein. 6 dernières. Il y a eu la victoire contre Langlin pour couper ça. Mais il y a eu 6 défaites consécutives à la maison. On a eu moins de spectacles à la BCF Arena. Sans Dido, c'était moins wow. Et on a eu de la peine à marquer des buts par séquence. Je pense à Christophe Berchi qui marche par séquence. Je pense qu'il y a 4 points ou 5 points dans ses 15 derniers matchs, alors qu'il a fait 10 matchs, 13 points. Donc c'est un gars qui fonctionne par séquence. C'est pas un joueur très spectaculaire offensivement. C'est pas Dido. Donc on s'est moins amusé à la BCF Arena, mais les gens on a créé... J'ai l'impression que la BCF Arena, moi j'habite maintenant dans le canton de Fribourg, là j'ai beaucoup de gens. J'ai l'impression que la BCF Arena, c'est le point sans... Il y a la cathédrale puis il y a la BCF Arena.
En quel ordre? On va pas se prononcer parce que je veux pas perdre des amis. Mais c'est Bah, presque le mardi, le c'est- jeudi, c'est la ou le fierté. vendredi, le samedi, tu vas à la BCF Arena, puis C'est dimanche ça. matin, tu vas, c'est la, c'est tu vas à la- Saint-Nicolas. Mais c'est the place to be. Le building est magnifique de l'extérieur, etc. Tac, tac, c'est la fierté de tout un canton. Puis cette équipe-là, on sait que c'est un canton de hockey, c'est un public passionné. Et c'est fabuleux ce qui se passe autour de cette équipe-là parce que tout le monde veut aller voir les matchs de Fribourg. Tu es invité par un client, tu vas manger la fondue, c'est sympa. Et je trouve ça sensationnel. C'est une culture de hockey qui est magnifique. Et puis, c'est la place à être. On remplit. Et puis, voilà, tant qu'on aura une équipe compétitive sur la glace, ça va être sympa à la BSF Arena. Puis, c'est que du bénéf pour notre hockey suisse. Et encore une fois, si je compare à Lausanne, souvent, à Fribourg, on est exigeant, mais on a tendance à voir le côté pile, le bon côté des choses plutôt que le mauvais côté. Quand il y a un petit truc négatif, non, voilà. Donc, on est un peu comme bien, on reste positif, on est dans la donne positive, et puis on est content, on est fier, on s'identifie au club. Et ça, je trouve ça fabuleux. Ouais, mais Tant toi, que tout va bien. par contre, dans le canton de Fribourg, si tu suis pas le hockey sur glace, tu sais quel est le résultat de Gauthieron Tout le monde. à l'attitude des gens. Tout le monde le sait, mais je ne suis pas le Quand hockey. le fan fribourgeois, quand Fribourg gagne, il a le Exact. sourire Ouais. comme ça, puis que dès que c'est. Mais, Même s'il fait grand soleil, 20 degrés, beau et Ouais. chaud au mois de septembre, une défaite. non, mais c'est ça. C'est un peu comme Ça le tire la Canadien de gueule. Mais c'est Montréal. normal. C'est ça. Mais t'as pas ça à Lausanne, parce qu'à Lausanne, c'est une Ouais, beaucoup déjà. plus grande ville, un côté international. Il y a plein de gens qui ne suivent pas le hockey. À Genève, encore pire. C'est un marché très petit à Genève. Hein. C'est pas la fierté d'un canton, loin de là. C'est des villes qui sont plus ouvertes sur le monde. C'est différent. Hein. C'est pas placé géographiquement la même chose. C'est un petit canton. On a quoi, 250 000 habitants dans le canton de Fribourg, je pense, quelque chose comme ça? J'ai pas les chiffres, Il me donc je semble vais pas que oui. m'avancer. Je vais Non, pas mais trop- on a une équipe qui a à peu près 25-30 millions de budget, puis on remplit 9000 personnes par tous les soirs, avec des Et sponsors. Et des on sponsors. va, Hey! Hubert Weber disait dans une interview à la Liberty qu'ils allaient essayer de trouver encore un moyen d'augmenter le nombre de spectateurs parce que le problème c'est qu'ils n'ont pas pu pousser les murs au-delà Non. au-delà du cadastre. Ben, moi, je pense que c'est bien parce que c'est mieux d'avoir une patinoire pleine que de la patinoire qui est un peu vide. Parce que là, ça va bien, mais quand ça va moins bien aller aussi, puis si tu ne remplis pas, c'est un peu compliqué. Mais là, on est dans la donne positive. Et puis, voilà, espérons pour eux qu'ils vont passer cette étape de pré-playoff. Alors, Pour nous aussi, parce qu'en Suisse romande, oui. évidemment, nous, on veut que les équipes romandes gagnent. On est chauvin. Une question de Christophe, avant de parler du pré-playoff contre Lugano. Di Domenico qui revient à Fribourg, est-ce que ça pourrait être un problème dans le vestiaire durant les 3 matchs qui vont arriver ou la suite de saison? Non, je pense pas. Je pense que Dido à Fribourg, ça s'est bien passé dans le vestiaire. En tout cas, j'ai rien entendu. Je suis pas dans le vestiaire, là, j'entends un peu, mais je n'ai pas l'impression que Dido à Berne, ça s'est pas bien passé du tout, honnêtement. Tandis qu'à Fribourg, ben voilà, quand un gars te fait gagner comme ça et puis complète bien, donc J'ai l'impression qu'il a laissé un bon souvenir aussi dans le vestiaire. Ouais, Certes, on ouais. voit nous le côté bad boy de temps en temps. Ouais. À Fribourg, Mais j'ai l'impression que dans le vestiaire. vestiaire, en fait, il a gardé les bons contacts et que, Ouais. en fait, il avait, quand il a cassé son contrat, c'était pour revenir à Fribourg, c'était pas pour retourner à Langnau. Ouais, c'est ça. Ça nous a fait croire que c'était pas réglé, mais écoutez, est-ce que vous cassez un contrat peut-être de 300 000 net, je sais pas, de 300 000 net, je fais un chiffron, là, je sais pas exactement la somme, ça m'intéresse pas. Si vous cassez un contrat de 300 000 qui vous assure un job pendant encore une année ou deux, sans savoir où vous allez, sans savoir s'il y a quelqu'un qui va vous engager, vous dites, je verrai bien ce qui va arriver. Non. Personne ne va croire ça, qu'il n'avait pas eu des touches avec Christian Dubé ou que son agent n'avait pas discuté avec Christian en disant est-ce que ça se passe mal à Berne, je pourrais casser le contrat, est-ce que tu le reprendrais? Ben non, vous ne pouvez pas nous prendre pour des imbéciles. Non, mais voilà, la bouillie pour les chats. Donc, tant mieux, peu importe comment ça s'est passé. Moi, je pense que c'est bien pour Fribourg. Je pense qu'on n'aurait jamais dû le laisser partir. Paraît-il, c'est une question d'argent. Je ne crois pas ça non plus, que c'est une question uniquement d'argent. Voilà, peu importe, ça c'est mon opinion. Maintenant, il revient, c'est tant mieux pour le spectacle. Voilà, c'est un gars, on l'aime, on ne l'aime pas. Il y a des petits côtés agaçants, mais je pense que c'est tant mieux qu'il revienne à Fribourg. Ce qui me fait un peu rigoler, c'est que les gens se sont évertués à défendre le fait qu'il ne fallait pas renouveler Di Domenico pour différentes raisons. Argent sur la glace qui dérange, etc. On a vu des gens qui se sont évertués à défendre cette décision-là, qui n'était ultimement pas une bonne décision. 50 000 de plus ou 50 000 de moins inclus, parce que Fribourg n'est pas 50 000. Comment ces gens-là vont s'évertuer
à justifier, à aller prendre le contre-pied puis justifier qu'il faut le reprendre. Il a les mêmes défauts, le garçon, mais est-ce qu'il s'est amélioré? Tout ce qu'on lui reprochait, outre le fait qu'il coûtait 50 000 balles de plus, est-ce que ses défauts ne sont plus là? Ils sont toujours là. Donc, je me réjouis de voir comment on va récupérer le truc. C'est l'ex qui finalement c'était pas si mal que ça avec elle. Ouais, c'est ça. Ou lui, pour défendre la décision. On va pas être sexiste. Non, mais ça me fait rire parce qu'on a voulu. On est là qui ont défendu très fort cette décision. Puis là, ben, ils vont dire quoi maintenant? Finalement, j'ai eu tort. Finalement, OK, mais il a les mêmes défauts, Dido. Hein? Puis en vieillissant, on sait que les défauts ne s'améliorent pas. Oui, c'est vrai. Ça devient encore pire. Stéphane, et puis juste avant qu'on passe encore à la série contre Lugano, parce que le temps file malgré tout, et puis que toi tu as un rendez-vous, moi j'en ai un autre aussi assez prochainement. Meilleur joueur de la saison du côté de Fribourg pour toi, sans développer forcément très longtemps. C'est pas toi, tu prends qui déjà? Dernay. Parce que même chose que Phil Poilage, j'ai trouvé qu'il a été stable toute la saison. Il me semble que tu m'avais dit avant l'émission, quand on en a juste parlé rapidement, que tu étais plutôt en défense avec Anderson. Moi, je pense Gunderson ou Diaz. Diaz, c'est un gars qu'on parle pas beaucoup. Ça a été une grosse signature. On l'a arraché à Zug. Il a offert un contrat que personne ne voulait lui offrir. Évidemment, il n'est pas venu. Il est venu à Fribourg pour le projet. Non, il est venu à Fribourg parce que c'était le meilleur contrat qu'on lui offrait, puis il y a plus long terme. Il faut le dire, puis sa femme est francophone aussi. Ça a peut-être aidé. Mais Diaz, c'est la force tranquille. Diaz, on n'en parle pas, il accumule pas les points et tout, mais il prend des bonnes minutes. Il joue contre les meilleurs blocs adverses. Il prend des bonnes décisions avec la rondelle. Il a l'expérience. J'hésite entre Diaz et Gunderson. Gunderson, c'est la force tranquille aussi. C'est un super athlète. C'est un pilier dans le vestiaire pour Christian Dubé, parce qu'on dit que la communication de Christian Dubé dans le vestiaire passe par deux hommes, David Dernay qui ne sera plus là, et Gunderson actuellement. Et voilà, moi allez, je vais dire Diaz, puis mention honorable à Gunderson, qui est un athlète qui fait dans la stabilité, qui répond toujours présent. Ses petites lacunes défensives m'agacent un petit peu, mais on sait qu'il est comme ça. C'est un spécialiste, c'est un gars qui a une première passe extraordinaire. En possession de rondelle, c'est un excellent joueur de hockey. Pré-playoff maintenant. Fribourg-Lugano, les Tessinois qui ont tremblé jusqu'au bout. Ils menaient 5-1 contre Bienne. Ouais. Bienne est revenu à la 60e minute. Bienne qui joue sans Van Pottelberg pour essayer d'aller jouer la première place. Ça se joue à un point pour Lugano. Le match finalement les qualifié en pré-playoff. Ouais. Mais ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Fribourg. Moi, je pense que Fribourg aurait préféré que l'automne. Je pense aussi. Ouais. Ma prédiction? Allez, vas-y. Moi, je pense que Fribourg va gagner. Je pense aussi que Fribourg va gagner, parce que globalement, une meilleure équipe. Ouais. Tu parlais de l'absence d'Arcobello, de Connolly du côté de Lugano. En plus, c'était une saison compliquée du côté du bas du Tessin. Mais je pense que pour moi, c'est une série qui peut aller en 3. Ah oui. Clairement, Lugano. Je vois pas la série aller en 2. Bah après, voilà, c'est le problème du pré-playoff. C'est court, tu perds le premier match. Surtout quand tu es l'équipe qui a l'avantage de la glace. Ouais. Quand tu vas jouer le deuxième match, c'est pas Genève l'année passée qui va dire le contraire. Ouais. Tu arrives et tu as le public qui est chaud bouillant dans la patinoire et tu joues contre les 5 joueurs plus tout le public derrière qui pousse à fond. C'est clair. Donc c'est peut-être le seul point que Fribourg doit réussir son premier match. Ouais. Et puis là, l'effet BCF Arena, si elle existe, ben là, il faudrait qu'elle revienne parce qu'on a cumulé les défaites à la maison, à part le dernier match qui était, j'entends ça, c'était de la liquidation. On s'entend que on ne peut pas tenir compte de ce match-là. Pour moi, les 2 derniers de Fribourg, là, c'était le remplissage. On ne peut pas construire sur ça. Je pense que Christian Dubé ne va pas ressortir des clips de ces matchs-là pour dire regardez comment on est bon, les gars, des clips de motivation. Pas du tout. Il va peut-être dire juste à Sorensen continue à marquer des buts. Ouais, voilà. Mais il faudrait que l'effet BCF Arena revienne. Il y a 2 ans, l'effet BCF Arena était là. On n'a perdu que 2 ou 3 matchs à la maison sur les 25. 4. Ça, c'est une question du quiz. Oui, c'est pour ça que tu m'emmerdes avec tes questions du quiz avec ça d'ailleurs. Mais il n'a pas perdu beaucoup. On s'entend, c'était un fort, c'était une forteresse imprenable. Cette année, c'est un peu différent. Et je me suis pensé, juste une parenthèse, je me suis pensé sur la question effet BCF Arena. J'ai regardé que Fribourg, cette année, c'est l'équipe la moins pénalisée de la Ligue en termes de pénalités infligées, pénalités mineures. Donc, tu as regardé ce que c'était à domicile et à l'extérieur. Je me suis penché, j'ai dit que Fribourg est l'équipe la moins pénalisée. Alors, si vous tournez ça plus positivement, vous dites que c'est les plus disciplinés. Si vous tournez ça dans l'autre côté,
Vous dites, les arbitres, ils sont peut-être cléments avec Fribourg. Je n'irai pas là-dedans, c'est pas un consensus, etc. Je vous dirais simplement que Fribourg est nettement, c'est l'équipe qui a eu presque, la deuxième équipe qui a eu plus de power play, puis c'est celle qui a eu le moins de piqués. OK. Et je me suis penché sur un peu les statistiques. Je me suis dit, est-ce que tout à coup, la BCF Arena serait venue l'ancienne Bern Arena où les arbitres n'ont pas envie de siffler contre l'équipe à domicile. La foule, la pression du public, la patinoire pleine, même si ce n'est pas 17 000 comme à Berne, est-ce qu'il y a un effet sur l'arbitrage? Et j'ai posé la question. C'est pas clair dans les statistiques. Donc, est-ce qu'il y a cet effet pour les arbitres, intimidant pour les arbitres, qui fait que le bras lève un petit peu plus, une fois de plus par match pour une équipe? Voilà. J'ai posé la question aux arbitres qui ont vécu les deux, les années où Berne était, je dirais, très, très souvent favorisé à la maison, parce qu'ils avaient aussi une bonne équipe, etc. Mais Sean Simpson disait à l'époque, il y a le 5-on-3 syndrome, le syndrome du 5 contre 3 à Berne. C'est que toutes les équipes qui coachaient contre Berne, quand ils allaient jouer à Berne, entraînaient leur 3 contre 5 la veille du match, parce qu'à un moment donné, on va se retrouver à 3 contre 5 dans le match. Statistiquement, Sean Simpson, quand il était avec l'équipe nationale, nous avait montré la preuve de ça. Bon, peu importe. Je me suis dit, est-ce qu'il y a l'effet BCF Arena? Est-ce que les arbitres sont intimidés? J'ai posé la question aux arbitres avec qui j'ai des contacts réguliers et m'ont dit, est-ce que vous avez, avec l'inclinaison, qu'on a gardé l'ancienne inclinaison, est-ce que vous avez l'impression que vous avez le public sur le dos et que c'est intimidant de siffler à Fribourg? Ils m'ont tous répondu non. Que c'était pas, pour eux, il n'y avait pas, la pression du public n'était pas si importante au point peut-être que de temps en temps, c'est humain, etc. Donc, non, il n'y a pas cette... Mais Fribourg reste une équipe... Alors, je vais le donner positivement. Au lieu de dire avec l'équipe avec laquelle les arbitres sont cléments, je veux dire l'équipe qui est la plus disciplinée. Je vais tourner ça positivement. C'est une équipe qui est disciplinée, qui a pris très peu de pénalités cette année. Et loin derrière, de la moyenne, ils sont loin. Oui, il y a Zouk qui est proche. Ouais. Mais c'est les deux équipes qui sont vraiment très loin de la moyenne, comme tu dis. Il ne faut pas prendre les minutes de pénalité parce que les 5 plus 20, ça donne 25. Non, il faut prendre les nombres de fois 2 minutes, le nombre de fois 5 minutes. Et ça, c'est un point positif peut-être à prendre pour Fribourg, à prendre en compte là, dans une série, la discipline. Et ça, ils en ont. Je vais tourner ça. Donc, l'effet BCF Arena. Mais ça peut fonctionner aussi pour motiver l'équipe à domicile. C'est clair, c'est clair. Donc, mais supporters fribourgeois, soyez demain à fond derrière votre équipe pour les amener. Je ne suis pas inquiète, les gens sont. Mais écoute, honnêtement, soyons chauvins, espérons. Moi, je pense que Fribourg va gagner. Puis espérons que la route continue, qu'on ait une série bien de Fribourg, etc. Pour nous, c'est intéressant. C'est du pain béni. Ben oui. Dans l'autre pré-playoff, Bern-Cloton. Bern. Je pense que Cloton... Cloton, la saison, on les réussit. Peut-être que quelque part, ils vont jouer de façon plus relaxe que Bern. On sait qu'il y a beaucoup de pression à Bern. Vraiment, c'est un club qui est en crise à bien des niveaux. Là, c'est le nouveau club qu'on tape dessus. En Suisse romande, c'est Lausanne. Puis en Suisse alémanique, on tape sur Berne actuellement. On tape sur Berne, mais à boulet, à coups de canon, etc. On met tout en question. Trop d'ingénieurs, pas assez d'ouvriers, etc. C'est vrai que ça va pas bien. Raffiner a été remis en question. Ebet a été remis en question. Bon, c'est toujours la même personne. Hein. C'est Klaus Saug, spécialiste de la polémique. Ouais, mais bon, ils sont... Qui est de la vallée de l'Emmental. Donc forcément, le grand CP Berne, c'est le... c'est le vilain de l'histoire. Berne, soit on l'aime, soit on est fan de Berne et on les aime, soit on les déteste. C'est un peu comme Lausanne. Soit tu es fan de Lausanne, ou soit tu les détestes. C'est viscéral. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai remarqué ça au cours des années. C'est comme ça. Et Berne, c'est un club qui est clivant. On aime, on n'aime pas. Il est imposant. Ils ont gagné, etc. Et moi, je peux vous dire de source sûre que Marc Loutier est descendu dans le vestiaire récemment pour donner comme à l'époque, engueuler les joueurs qui ont mis les pendules à l'heure. Donc, c'est un club qui est en crise actuellement, sur lequel on tire. Et je pense qu'il y a quand même de la pression. Il y a une pression sur tout le monde. L'entraîneur aussi, qui n'a pas les coups des franches aussi. Hein. Il se plaint qu'il ne peut pas décider. Il y a trop d'ingénieurs, etc. Marc Streit est là, Raffiner est là, Ebed. Et là, est-ce qu'ils vont craquer sous la pression ou au contraire, comme ils ont fait dans le dernier match, avec un Di Domenico en tête, ils vont réagir? Je pense que cette équipe-là est nettement meilleure que celle de Cloton, sur le papier. Mais est-ce que le fait qu'ils ont beaucoup de pression et Cloton pas du tout, va être un facteur? À voir sur la glace. C'est intéressant, hein, quand même. Dès demain, voir comment les équipes jouent.
Ça me permet de vous donner le programme demain, les pré-playoffs, les matchs commencent à 20h, le studio sera sur MySport 1 et sur Léman Bleu, ce sera Bernd Clouten d'ailleurs. Je suis là pour commenter. Ouais. Et jeudi, t'iras à Lugano, puisque ce Ouais. sera le match, même chose, 19h30 sur MySport 1 et Léman Bleu. Ce sera Lugano-Fribourg et le match numéro 3, 19h30. Mais cette Studio. fois-ci, tu seras en studio parce que c'est nous qui ferons le studio Ouais. à 19h30 s'il y a un match. Prochain overtime, lundi 13 mars. Ouais. Pour parler des quarts de finale Ah, de playoff les grandes et des prédictions. play-outs. Oh, il y a prédictions. Cette fois-ci, on ira des prédictions. Je vous rappelle également que vous pouvez nous donner dans les commentaires de Genève en 4, moi je dis. tu donneras tes prédictions plus tard. Je vous rappelle que dans les commentaires de cette vidéo, vous pouvez également voter pour votre MVP de la saison régulière ainsi que le MVP suisse, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. On vous postera également quelque chose sur Twitter et Instagram. Vous avez jusqu'à demain, mardi 15h pour voter. Et puis, on est au terme de cette émission. Alors d'abord, merci Stéphane. Plaisir. Merci à vous dans les commentaires pour tout ce que vous avez écrit, pour les débats que vous avez eu entre vous. J'ai vu que c'était assez calme. Dans quelques instants sur Facebook, sur YouTube, la rediffusion vidéo, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast pour la version audio. N'oubliez pas Instagram, Twitter également pour suivre tout ce qu'on vous poste. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. On vous souhaite une excellente semaine, des très bons pré-playoffs pour ceux qui suivent les équipes en C'est le pré-playoffs. money time. Et puis, Hein? à la semaine prochaine. Allez, ciao. Ciao.